Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel, connu sur les réseaux sous le nom de Resturner, son nom d'artiste, car c'est un artiste de rap engagé contre le spécisme notamment. C'est également un combattant amateur en boxe anglaise. Je ne vous spoile pas plus et vous laisse découvrir l'invité du jour sans plus attendre. Bienvenue Lionel sur le podcast. Ouais, merci à toi pour l'invite. Avec plaisir, ça faisait un moment que j'avais envie qu'on fasse cet épisode. On s'est vu quelques Yes. fois entre-temps, on a même boxé, on a fait ma première vidéo du coup sur Vegan Fighter tous les deux. Et Yes. merci encore d'ailleurs d'avoir joué le jeu pour cette vidéo. On la mettra en lien aussi pour ceux qui l'ont pas vu. Première expérience Ouais. vidéo, hein, un peu d'indulgence, messieurs et mesdames les auditeurs. Voilà. Mais Non, en tout il cas, y en aura d'autres. c'était cool, ouais. Ouais. Ouais, en tout cas, on pourra même en refaire nous ensemble avec plaisir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de boxer avec toi et tout, donc cool. Avec grand plaisir. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Parce que tu l'avais fait sur la vidéo, mais pour ceux qui l'ont raté, Ouais, je veux bien que tu te représentes, s'il te plaît. ouais. Alors je m'appelle Lionel, mon prénom. Mon nom d'artiste, avec lequel on va dire je suis un peu plus connu, c'est Res Turner. Donc je suis un artiste dans la culture hip-hop. Donc je commençais par le graffiti moi à l'époque, mais aujourd'hui je suis plus sur, tout ce qui est, art oratoire, le rap principalement, un petit peu de slam aussi. On va dire assez entre guillemets «spécialisé» dans ce qui est, improvisation. J'ai fait pas mal de j'ai un gros palmarès en improvisation rap. J'ai été plusieurs fois champion du monde, voilà, et puis, j'ai gagné beaucoup de concours, et autres, battles, impro et cetera. Alors, Je fais pas mal excuse-moi, de je te ouais. coupe un peu, parce que au final, on s'est vu quelques fois. On a beaucoup parlé Mmh. sport de combat, sport en général, mais pas trop de ce Ouais. que tu as fait dans le rap. Donc c'est l'occasion qu'on développe ça aujourd'hui. Je sais que tu as été plusieurs fois champion du monde, c'est quelque chose que tu mets en avant plusieurs fois. Et je me suis toujours demandé, quand tu dis que tu es champion du monde, tu es face à des artistes francophones ou ça veut dire que tu rappes, tu improvises en anglais aussi? Alors, ouais, les championnats du monde, ça, c'est par rapport au End of the Week. En fait, le End of the Week, c'est la seule ligue internationale, en fait, de rap, freestyle et impro. C'est le Mhm. seul concours international, en fait, qui existe comme ça. Et en fait, du coup, ils font un mondial, à chaque saison, chaque fin de saison où, certains champions parce que le End of the Week, il est alors, il y a ouais, il y a une saison, un championnat dans, je crois, 18 pays aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est pas les 18 champions qui vont se rencontrer parce que c'est toujours un peu compliqué de par exemple, je sais pas, en 2016, si je dis pas de bêtises, j'ai fait la finale mondiale, c'était à Montréal, au Canada. Et tu vois, bon, il faut, de l'argent pour envoyer, son champion. Il faut que la délégation, tu vois, du pays en question ait l'argent pour envoyer son champion avec une équipe, dans le pays organisateur, du mondial. Il faut aussi que, en fait, c'est assez compliqué. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est aussi, le fait que tous les pays n'ont pas, des fois les moyens d'organiser un championnat, un vrai championnat chaque année. Et donc du coup, voilà, tous les pays ne vont pas envoyer en fait chaque année un champion. Mais bref, on se retrouve environ à une petite dizaine de champions, nationaux, Mhm. pardon. Après, Et je suis désolé, je coupe beaucoup ouais, non, pas de souci, pas mais de souci, ça, pas de souci. c'est assez similaire, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse dans ce podcast. C'est assez similaire à la plupart des sports de combat en général. Quand tu vas au Carrément. championnat d'Europe de kickboxing, t'as pas tous les champions nationaux de tous les pays. Il y a que ceux qui ont pu se Mmh. déplacer qui vont venir. Alors souvent, c'est un peu les mêmes pays, mais quand même, il y a toujours une sélection aussi qui se fait sur ceux qui ont les moyens physiques, financiers, de temps pour venir représenter leur pays, quoi. Ouais, c'est ça et c'est pas la seule similitude, hein, d'ailleurs, il y a pas mal de Mm. similitudes dans ces Je me doute. concours-là, par rapport au sport de combat. Et du coup, en fait, si tu veux, pour répondre à ta question, je pense en tout cas, hem en fait, pour te donner des exemples, par exemple, moi j'ai fait, 3 mondiaux.
Le 2e, par exemple, dont je parlais à Montréal, en fait, il y avait, le champion, du coup, États-Unis, il y avait moi, le champion français, il y avait, le champion suisse, si je dis pas de bêtises, il y avait le champion Afrique du Sud, il me semble que c'était Afrique du Sud, Ouais. le champion canadien, le champion anglais, et cetera, et en fait, si tu veux, c'était, ils vont mettre des juges parce qu'il y a, il y a de 4-5 jusqu'à, une dizaine de juges, en fait, pour cet événement, et en fait, ils vont mettre des juges en rapport, aux MC, concernés. Donc c'est-à-dire que si là, on était 8 par exemple pour cette finale, si je dis pas de bêtises. Si les 8 champions, par exemple, rappent en anglais, bah, ils vont mettre tout simplement des juges, anglophones. Mhm. Là, en l'occurrence, pour Montréal, c'est un bon exemple parce que, il y avait que des délégations anglophones ou francophones, finalement. Mhm. Ouais. Et donc, du coup, c'était plutôt simple pour eux. En plus, on était au Canada, Montréal, beaucoup de Québécois sont bilingues. Et du coup, bah, ils ont mis des juges bilingues pour que les Ce qui juges aient la compréhension de la langue. ce qui fait que toi, tu as pu dérouler un peu tout ce que tu sais faire en français. En Et français, voilà, exactement. d'accord. Et est-ce que ça pose pas des problèmes par rapport à tes adversaires qui, peut-être. Alors, toi, je pense que tu comprends relativement bien l'anglais. Donc, ce que ton adversaire Alors, déroule, ça va à peu près? détrompe-toi. Ah ouais? Ouais, détrompe-toi parce que je suis pas bon en anglais. On va dire que je me débrouille pour la base, quoi. Mais sinon, non, non, sinon je suis pas bon en anglais. Et du coup, bah, là, par exemple, pour le cas de Montréal, c'était important que justement je puisse, que les juges surtout comprennent le français. Après, en fait, si tu veux, en fait, ce n'est pas des battles. Les end of the week, c'est les concours de freestyle et d'improvisation. Mhm. Tu ne battles jamais contre tes adversaires. Ah oui, d'accord, En ouais. fait, c'est des épreuves. En fait, tu as 5 épreuves et tu performes en fait côte à côte. Enfin, tu performes les uns après les autres, en fait, et c'est à celui qui fait la meilleure performance. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ça marche par épreuve. Et le seul battle de la soirée, en fait, c'est le MC contre le DJ. En fait, le seul battle de la soirée, c'est qu'à un moment, tu vas être opposé au DJ et le DJ, lui, va te faire subir un rodéo musical. Il va accélérer la musique, ralentir, changer la musique, passer du rap à la salsa, un truc. Et toi, tu dois tenir ton flow dessus, en fait. Et tu dois clasher le DJ si tu en as envie. C'est le seul battle de la soirée. C'est la seule opposition, D'accord. vraiment. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça facilite un peu les choses parce que j'imagine qu'un battle de rap, je veux bien que après que tu Ah bah développes ouais. un petit peu ce que c'est. Si tu comprends pas ce que le mec en face il te dit, c'est un peu Non, compliqué, non? là c'est pas possible. Non, là, c'est tout simplement pas possible, en fait. D'accord. Tu peux pas, voilà, tu peux pas, enfin, ou alors, allez, si, pourquoi pas dans un, parce que c'est pareil, quand on parle de battle rap, il y a plusieurs types de battle rap. Aujourd'hui, les 2 gros types de battle rap, c'est le battle rap impro, comme on le connaît, principalement avec, 8 Miles, par exemple, Eminem à l'époque, Mhm. ce film avait mis en avant, cette discipline-là, le battle rap improvisation. Donc le DJ généralement balance un beat, une instrumentale, et le MC, le rappeur, va se mettre à rapper dessus et clasher l'adversaire qu'il a en face. Et ensuite, il y a un autre type de battle qui est très présent aujourd'hui, de battle rap, c'est le battle rap a cappella. Et le battle rap a cappella, c'est tout autre chose. C'est des textes écrits à l'avance sur l'adversaire. Donc, tu vas vraiment étudier ce que l'adversaire a fait précédemment dans sa carrière, dans les autres battles, ce qu'il est lui, ses valeurs, ce qu'il défend, etc., etc. Et tu peux insérer de l'impro dedans, bien sûr. Mais du coup, faut différencier ces 2 types de battle-là. Et pour répondre à ta question, du coup, enfin, on peut s'en sortir face à quelqu'un qui a une langue étrangère en face en battle impro. Parce que tu vas pouvoir jouer peut-être sur la consonance des mots qu'il a dit et sur le fait que tu n'as rien compris et sur ce. Voilà. Why not? Tu vas pouvoir. Mhm. Mais sur un battle rap a cappella, c'est pas la peine. Il faut absolument que tu puisses développer sur le MC en face et puis comprendre aussi ce qu'il dit. Sinon, non, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, ouais, d'accord. Parce que Mais quand toi tu es face à un francophone, est-ce que du coup il n'y a rien du tout qui est préparé quand t'es pas a cappella? C'est-à-dire que tu es dans 100% dans l'impro
Ou est-ce que tu Alors, sais quand même qui tu vas rencontrer et tu vas jouer quand même sur ce que tu sais de la personne? là, tu parles des battles, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Ouais, parce que ce qu'on parlait, au début, End of the Week, donc là, c'est des voilà, c'est Ouais, ça concours c'est du d'improvisation impro, freestyle tu rap. c'est ta propre performance dans ces cas-là, ouais. Oui, voilà, mais c'est, pour, la majorité des épreuves, c'est en impro quand même. Mmh. Mais en tout cas, pour ce qui est des oppositions, donc en battle MC impro, bah, en fait, si tu veux, bah, déjà maintenant, ça ne se fait plus. Il y a plus de battle MC impro, enfin, en tout cas en France, ça n'existe quasiment plus. Les derniers qui avaient remis, au goût du jour cet exercice, c'était Red Bull qui ont fait ça en France en 2017. Ils avaient remis ça au goût du jour, j 2000 si 2017, 2018, 2019, je crois. Je Ouais. crois qu'ils ont fait ces 3 ans d'affilée et hem et tu vois, ce qui était sympa justement parce qu'à l'époque, tu arrivais, donc je te parle à l'époque, ouais 2014-2015, il y a 2016-2017-2018, c'est les années où il y a eu beaucoup de battle rap, impro en France. Moi, j'ai commencé en 2017, mais c'était la même pour tout le monde, c'est-à-dire que tu arrivais dans une soirée, tu savais pas, qui tu allais affronter. Alors, Mmh. s'il y avait déjà, comme sur Paris, où il y avait déjà une petite effervescence au niveau du battle rap, où tu avais déjà vu quelques soirées battle rap, tu pouvais te dire, ah, il y a lui qui revient tout le temps, il y a lui qui revient tout le temps. Effectivement, tu pouvais te dire, ah, je vais peut-être tomber sur lui, ah, j'ai une idée de face sur lui, un truc et tout, tu peux avoir un petit Mmh. truc en stock, bien sûr. Maintenant, nous, par exemple, en province, moi, je suis d'Angoulême à la base. Angoulême, après j'ai habité sur Poitiers pendant pas mal de temps. Il y a eu quelques battle rap sur Poitiers, surtout sur Bordeaux aussi par la suite. Mais c'est bah, en fait, moi j'arrivais là-dedans, mais même quand les premières fois que je suis monté sur Paris, je connaissais vraiment absolument personne. Je pouvais pas préparer des phases sur l'adversaire. Après tu peux si tu veux préparer des phases de battle, pour l'événement, enfin là où tu vas et tout, mais je veux dire, entre une phase qui est sortie, tu vois, instinctivement comme ça, qui va répondre à ce que l'adversaire vient te dire, qui va utiliser le mot que l'adversaire vient d'utiliser, et cetera, et une phase qui a été vraiment préparée et tout, il y a quand même une différence, en Ouais, général de qui est visible quelque part. oui, bah, oui, Mmh. oui, oui, si Mmh. quand, c'est pour moi, enfin, en tout cas, ouais, les meilleures phases, c'est quand tu vas prouver que justement, là, tu en impro, tu viens de sortir, justement une phase sur ce que le mec vient de te dire ou il vient de se passer un truc dans le public, quelqu'un vient de gueuler quelque chose, quelqu'un vient de faire quelque chose et tu viens de rebondir dessus, tu vois? Bon, pour moi, c'est ça les phases, en battle impro les plus impactantes. Ouais, ouais, c'est impressionnant parce qu'en fait, c'est une démonstration de répartie quelque part où dans ces phases-là, tu montres que tu es à la fois, comment dire? Tu es à la fois capable de réfléchir et capable d'écouter attentivement ce que tu as en face de toi pour te préparer et répondre au mieux. Tu as un timing quand même à respecter, tu as un format à respecter parce que tu essayes quand même que te que comment dire? Que ce que tu dises, Ouais, soit réponde à certains sensé. critères. Donc ouais, Mmh. ouais, Bah, en au fait, faut au être, niveau cérébral, je pense que c'est hyper stimulant, quoi. Je sais pas ce que tu exactement, c'est vraiment une gymnastique cérébrale, et ça fait marcher pas mal, ouais, plusieurs sens. Après moi quand je l'expliquais, sur des entrevues, des interviews qu'on me demandait et tout, je faisais toujours le lien avec le sport, hein, clairement. En mmh, fait, c'est vraiment tout ça, il y a pas de talent inné, même pour l'impro, c'est vraiment du travail aussi. C'est-à-dire que, heu un bon improvisateur, c'est quelqu'un qui va avoir un gros stock lexical, déjà, qui va connaître énormément de mots. L'improvisateur qui rappe énormément déjà, le fait de rapper énormément, d'écrire beaucoup de textes, de rapper tout le temps, et ben déjà tu vas avoir un stock, même de plus qu'un stock lexical, tu vas avoir un stock de rimes en tête. mmh, C'est-à-dire que tu vas dans ta tête direct, on te dit, bateau, ça rime avec chameau, avec abdos, avec gâteau, avec paquebot, avec radeau, avec tu vois, enfin, et direct, tu as un stock lexical, de rimes même en multisyllabie, c'est-à-dire avec plusieurs syllabes qui riment ensemble, pyramide, tyrannique, guitariste, vie ma vie, vie d'artiste, tu vois. Tu vas avoir, ce stock-là disponible directement.
Ouais, Et ouais, le ouais. fait de s'entraîner, je veux dire, ne serait-ce qu'à rapper, donc déjà à s'entraîner à l'addiction, à l'élocution, donc ce qui va contribuer à avoir un bon flow. Le flow, c'est la façon dont on interprète, nos textes, on interprète les mots là, en l'occurrence, dans le rap. Le fait d'écrire souvent, voilà, va faire que tu vas avoir beaucoup de vocabulaire aussi, beaucoup de rimes aussi en tête, et tout ça va nourrir en fait tes moments d'impro. Moi, bah, typiquement, ouais, en impro, des fois, enfin, on me sort un mot et dans ma tête, j'en ai un qui rime direct avec, quoi. C'est un mot en Mm. multisyllabie et dans cette même multisyllabie-là, j'en ai 2 en tête qui me sortent, directement parce que je les ai déjà, en fait, même, travaillés dans des textes ou même dans des entraînements d'impro, tu vois? À l'époque où moi je faisais les concours de freestyle et impro, j'étais une machine à improviser, c'est-à-dire que j'improvisais tout le temps. Je faisais ma vaisselle, j'improvisais, j'allais faire les courses. Même en fait, mon cerveau marchait machinalement, c'est-à-dire que je, je faisais les courses et dans les rayons du magasin, en fait, à un moment, je me disais putain, mais j'étais en train d'improviser dans ma tête. Avec le paquet de pâtes Panzani, j'étais en train de faire une rime avec, tu vois. Ouais, ouais, je Et sais, tu m'as fait marrer la semaine dernière, parce qu'à un moment donné, bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, on a tourné une petite vidéo la semaine dernière pour un autre média. Et, euh, et au moment du petit test son, tu as sorti une petite impro comme ça. J'étais pas prêt. C'était- ah, ouais, je sais même pas, je sais je même sais plus ce même que plus j'ai ce que fait tu comme avais connerie, sorti. mais Et je crois que je j'avais l'ai fait une encore connerie dans les. sûrement. Je crois que je l'ai encore dans les enregistrements de l'application qu'on utilise actuellement d'ailleurs pour enregistrer. Je te le renverrai pour déconner avec toi. Ouais, non, mais je sors souvent des petits trucs à la con, donc ouais, c'est possible. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ce truc-là. Enfin, l'improvisation, de toute façon, oui, ça se travaille clairement et à la manière d'un sportif. C'est-à-dire que de toute façon, Alors, voilà, si c'est ça la question que j'allais te poser, c'est est-ce que, parce que j'ai du mal à visualiser, pardon, si tu t'entraînes juste, entre guillemets, par la pratique, c'est-à-dire en écrivant ce qui t'inspire pour la partie plus artistique, solo de ce que tu fais, de type les albums que tu as sortis, les titres que tu as sortis, ou est-ce que tu vas, par exemple, prendre un dictionnaire ou un équivalent informatique d'un dictionnaire et vraiment te dire, tiens, il y a ce mot-là, qu'est-ce qui peut rimer avec? Et tu vas, je sais pas, sur Internet ou dans un bouquin, chercher tout le champ lexical qui se rapporte à un mot ou qui y ressemble. Est-ce que tu es méthodique, on va dire, sur ton entraînement ou c'est juste en pratiquant, non. pratiquant, pratiquant que ça finit par s'étoffer tout seul naturellement? Ouais, alors déjà, je m'entraîne plus là-dessus depuis des années. En fait, je suis plus dans ce truc-là parce que, bah, je fais plus vraiment je fais aujourd'hui des battles, mais c'est les battles rap a cappella. J'y insère beaucoup d'impro dedans parce que c'est un peu mon truc, quoi, mais ça me demande pas du tout un entraînement comme, j'avais avant quand je préparais les championnats de France ou championnats du monde, end of the week, par exemple. C'est vraiment tout autre chose, donc je m'entraîne plus vraiment. Mais quand je le faisais, non, c'était pas ce truc-là. En fait, moi, je travaillais vraiment sur le fait d'être instinctif, d'être alerte, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, si tu veux, par exemple, je mettais la radio, souvent dans la voiture, je me faisais souvent des sessions dans la voiture. Je mettais la radio et je mettais un chanteur ou un truc, une émission radio et tout, et je rebondissais sur toutes les deux mesures, entre guillemets. Donc, je parle en termes de rappeur là, mais en gros, toutes les euh, 10 secondes, tu vois, un truc comme ça, bah, je rebondissais sur ce que disait la personne. Donc, il m'est arrivé de clasher sûrement Florent Pagny ou autre chanteur que j'entendais à la radio passer. Et voilà, des trucs comme ça passait par plein d'exercices comme ça. Donc, après, chez moi, même, tu vois, c'était j'allumais la télé, un truc, je mettais une émission et je me mettais à répondre justement à ce qui se disait. J'ai fait tout un tas de trucs comme ça. Après, souvent, très souvent, pour moi, les meilleurs entraînements, c'était en soirée avec mes potes.
Et sur Poitiers, j'avais une petite bande de potes, avec qui on rappait souvent, des potes rappeurs qui étaient bons en plus en impro. Voilà, une dédicace à mon pote Wana, on sait jamais s'il écoute ça, un de ces 4. Mm. Et du coup, bah, en fait, ça pour moi, c'était les meilleurs entraînements, c'est qu'on tapait des soirées entières à improviser. On tapait des soirées en fait où on était une quinzaine, vingtaine de personnes avec tous les potes de Poitiers. Et nous, on se foutait dans un coin un moment et ça partait en cypher. Et ça y est, c'était parti. Il y en avait un qui lâchait 4 mesures en impro, donc 4 lignes en impro. Et puis l'autre qui allait enchaîner derrière, l'autre qui allait enchaîner derrière. Et on reprenait toujours ce que disait l'autre pour toujours rester dans une vraie impro, quoi. Ouais, dans Et, un esprit et, festif, mais quelque part, ça vous entraînait aussi, quoi. Ah bah grave, bah, ça te Mm. stimule grave, tu vois? Ton cerveau est grave, stimulé, tu et puis ça t'entraîne carrément pour ce qui est de la scène après où tu vas devoir rebondir sur des choses qui se passent, tu vois? Une épreuve phare du End of the Week, la ligue d'improvisation et freestyle là dont je parlais, c'est ce qu'on appelle le freestyle bag. Donc c'est en fait, on nous emmène un sac sur scène, un gros sac Ah oui, et j'ai tu vu as ça, plein ouais. d'objets dedans. Mm. Ils te mettent un peu n'importe quoi dedans, ils essaient de varier les objets et tout. Et en fait, du coup, tu dois tirer des objets et il y a une instru qui passe et tu dois rapper sur l'instru et du coup, te servir des objets, essayer de puncher, de faire des punchlines avec ces objets-là. Et du coup, bah, tu vois, le fait de faire ces cyphers là, donc ce que j'appelle les cyphers, donc c'est les moments comme ça avec les potes où on improvise, lui pendant 10 secondes il improvise, je reprends ce que lui disait, j'improvise et tout, bah, ça m'entraîne grave pour ce genre d'exercice là en fait. Parce que mon Mm. pote qui parlait, je sais pas moi, qui parlait d'une canette et tout, machin, etc., etc., moi le jour où je tire une canette et tout, ah ouais, ben dans ma tête j'ai déjà presque un schéma de rime là-dessus en fait, tu vois. Ah ouais. Et, et le truc qui était difficile pour moi à un moment, c'était de me dire, OK, j'ai fait plein de trucs, admettons, tu vois, j'ai plein de rimes sur ce truc-là. Mais du coup, maintenant, ça va être la difficulté, c'est de ne pas ressortir ces rimes-là. Et tu vois, par exemple, dans un concours, je sais pas, moi, j'ai sorti une rime avec téléphone. Ah ouais, ça, ouais, ta rime, elle est téléphonée ou machin, ou je te coupe le réseau, ou je sais pas quoi. Bref, je vais rapper là-dessus. Et du coup, après, ça va être le fait de dire, OK, maintenant, il faut que j'arrive à trouver autre chose si on me redonne ce même mot ou ce même objet. Alors, Et c'est là c'est que juste ça devient la galère. pour ta satisfaction personnelle de progresser, ou c'est parce que tu peux avoir un public qui est le même ou qui est similaire et qui t'a déjà entendu En et fait, c'est un et tout. qui pourrait se dire bon, ben, le gars recycle un peu les mêmes rimes Ouais, chaque fois. bah, ouais, c'est un tout. En fait, tu vois, ce truc-là, cette critique-là, on peut carrément, se la faire déjà à nous-mêmes, improvisateurs. Parce qu'il y a des fois, effectivement, des fois, tu ressors tu vois, une rime, une phase, une rime et tu te dis après, tu vois, 2 secondes après, tu te dis: «Ah, je l'ai déjà sorti ça». Tu vois? Mais parce que ça va tellement vite, tu vois, dans le cerveau et du coup, effectivement, bah, pour moi-même déjà, pour le défi, tu vois? Pour le défi, pour le challenge, bah, qu'est-ce que je peux sortir d'autre avec ça? Et des fois, ça va t'emmener dans des trucs un peu difficiles parce que tu vas mouliner pendant 10 secondes, 15 secondes avant de trouver quelque chose et encore que, faut arriver à trouver quelque chose d'impactant, tu vois? Et pour le public aussi, parce que tu as envie de voilà, si tu tombes sur un truc, tu as déjà, sorti, des mêmes rimes là-dessus, bon, bah, tu as envie de enfin voilà, tu as envie le public, c'est un élément important dans tout ce qui est concours d'impro, freestyle et dans tout ce qui est battle. Et si tu veux les faire réagir, bah, tu as intérêt à sortir de l'inédit, en fait. Mhm. Et Ouais, non, ouais, c'est pour revenir sur ta toute première question avant que je la perde. En ouais. fait, si tu veux, donc les juges dans le End of the Week, en fait, ils vont mettre des juges en fonction de la langue des MC. Et par exemple, en Angleterre, la première fois que j'ai fait le mondial là, en Angleterre, en fait, c'était un mélange de toutes nationalités. Il y avait tchèque, italien, voilà, français, allemand, anglais, enfin bref, il y a énormément de langues différentes. Et du coup, pour cette fois-là, ils avaient fait venir un juge de chaque pays qui allait en fait être le seul juge qui allait juger au moins sur la qualité lyricale. Parce qu'en fait, on est jugé sur
plein de critères différents. Il y a le flow, le charisme, la prestance scénique, la qualité d'écriture, même si c'est de l'impro, bah, la qualité des lyrics et un autre critère que j'ai oublié. Et du coup, tu vois, tous ces critères sont plutôt internationaux. Le flow, la prestance scénique, etc. C'est un Je veux dire juge qui ne qu'un comprend mec pas qui la langue. comprendrait rien à ce que tu dis, il pourrait quand même te juger sur ces critères-là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je parlais d'Eminem tout à l'heure que tout le monde connaît. En gros, Eminem, si tu le vois rapper, même si tu comprends rien de l'anglais, tu peux quand même juger entre guillemets le fait qu'il a un flow de tueur, qu'il a un super flow, qu'il a un charisme fort aussi dans ce qu'il fait, dans sa façon de bouger, tu vois, Je le pense mec va arriver à te sincèrement que faire la comprendre. plupart des ados de notre génération, enfin de nous quand on était ados, enfin toi tu es un peu plus âgé que moi, mais tu as aussi grandi un petit peu avec ça, je pense, quand tu étais ado ou jeune adulte. Euh, on a écouté beaucoup de rap américain sans rien Oui, comprendre des paroles. exactement. Et on l'a tous apprécié. Enfin, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont Pour la jamais aimé le rap, musicalité. Mm, je sais pertinemment, quand j'étais moi au collège, au lycée, qu'il y avait plein de gens qui écoutaient, et il y en a toujours, hein, qui écoutent du rap américain, ou des chansons anglophones, tout style confondu, sans rien comprendre aux paroles. Soit parce ouais, que bien sûr. ben, les gens parlent pas anglais, et soit aussi parce que ben, tu écoutes du Eminem, c'est pas de l'anglais Ah, ultra bien sûr. académique, ça va super vite. Moi, Et il y a de l'argot, il y a tout ça. exactement, parlant relativement bien anglais, de temps en temps, je vais voir les paroles quoi, sur Internet pour bien comprendre ce que le Ah mec a oui, dit. oui. Tellement ça va vite et tellement il y a certains mots qui sont bouffés et qui, pour un Américain qui écouterait ou un Anglais qui a l'oreille pour tout ça, paraît évident, mais pour nous, internationaux, c'est plus compliqué. Quoi. Et ça ne Ah nous oui, non, mais empêche pas c'est sûr. d'apprécier, comme tu le disais. Exactement, parce que tu vas apprécier, bah, déjà la musicalité, tu vois? Mm. Sans comprendre spécialement les paroles, mais rien que la musicalité, ça, va te parler déjà. Donc, tout à l'heure, je parlais en termes de flow. Le flow, donc, comme je disais, c'est la façon d'interpréter le texte et je veux dire, voilà, tu as pas besoin, en fait, de comprendre, les lyrics, les paroles pour apprécier un flow. Mm. Et donc du coup, sur ces concours, voilà, tu avais, bah, comme en Angleterre, par exemple, vu qu'il y avait que des langues différentes, ils avaient fait venir un juge de chaque pays qui allait être, le juge en question, le seul juge qui allait juger le MC de son pays sur la qualité d'écriture et après ils allaient, tous juger, sur tous Le les autres reste, quoi. juges Mm. allaient juger, voilà, le reste des critères pour chaque MC. D'accord. Donc voilà, donc ils font toujours un peu au feeling en fait, Mm. selon les langues des champions qui viennent faire le mondial. Ah, mais c'est pas mal, c'est plus clair. Vraiment, c'était une question que je me posais et je pense qu'il y a des auditeurs qui se la posaient aussi parce que bah, c'est une limite qui paraît évidente. Quoi. Dès que tu t'intéresses au truc, tu te dis, attends, pour être champion du monde, le monde n'est pas francophone aujourd'hui. Quoi. Mmh. Et malgré tout, ouais, tu peux juger les gens malgré leur langue. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Mmh mh. Ouais, carrément, carrément. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est que, quand tu es dans un pays où, on comprend ta langue, tu quand même on va pas se mentir, tu auras un gros avantage quand même. Ça, c'est clair et net parce que, je veux dire, tu vas, les juges, certes, vont comprendre ta langue. Tu vois, si, je sais pas, je vais te prendre l'exemple du dernier mondial, auquel j'ai participé, c'était en République tchèque. En République tchèque, alors de ce que j'ai vu en tout cas, et puis notamment en tout cas dans la soirée du mondial, il y avait un gros niveau d'anglais, c'est-à-dire que les gens comprenaient très bien l'anglais. Et si tu veux, bah, il y avait un avantage déjà très clair pour les champions qui étaient anglophones. Ça, c'était clair et net. Et ils avaient cette compréhension. Moi, en français, bah, les gens pigeaient pas un mot de ce que je disais. Évidemment. Les Tchèques Et- pigent pas un mot de français. Et l'anglais était plutôt très bien compris, tu vois. ouais, ouais. Et du coup, bah voilà, si tu vois, quand j'ai fait le mondial à Montréal aussi, bah, c'est pareil, j'avais cet avantage qu'on comprenne ma langue, Mais à tu vois. Montréal, Donc quelque voilà, part, après, c'est un peu plus équilibré pour les anglophones et les francophones, parce que quand même, oui, ben c'est la ça. plupart des Québécois parlent.
beaucoup mieux anglais que nous, que nous Oui, oui, Français. non, ils parlent très bien anglais, Et hein, la j'en plupart, hein, profite c'est pour clair. faire un petit coucou aux Québécois qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, si j'en crois les analytics Yes, des trucs. Donc, salut à vous. on leur passe le Et oui, bonjour, vous ouais. parlez mieux, mieux anglais que nous en moyenne, en Ah non, mais général. il y a rien à C'est voir. bien. Ah, il y a rien à voir. Donc là, tu as vraiment des juges qui comprennent aussi bien ce que toi tu Oui, racontes que ce qu'un anglophone raconte, quoi. c'est ça et puis, bah, là, pour le coup, Montréal, en plus, comme je disais, c'était, voilà, on était autant d'anglophones que de francophones au niveau des rappeurs donc bon, voilà, là, la question était vite répondue, comme dirait l'autre et mais voilà, donc du coup, c'est ça, pour répondre à ta question de base, c'est, en gros, sur cette ligue-là du End of the Week, qui est la seule ligue internationale, dans cette discipline, voilà, ils font vraiment au cas par cas, pour chaque, mondial, quoi. Ah ouais. Et tu disais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les sports de combat. Juste pour introduire ça, je précise pour ceux qui ne le savent pas que tu étais aussi boxeur, tu pratiques la boxe anglaise depuis quelques années. Tu vas bientôt faire ton premier combat en élite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que tu porteras plus de casque sur la tête. Donc c'est l'étape intermédiaire entre les amateurs débutants et la boxe professionnelle, où en Mmh. termes d'équipement, ça commence à se rapprocher, et de temps de combat, ça commence petit à petit à se rapprocher vers ce qui ressemble à de la boxe professionnelle. Mmh mh. Quelles sont ces similitudes dont tu me parlais? Ouais, bah, même parler de ça, rapidement, mais comme je t'avais dit en off un peu, moi j'avais un peu l'impression d'être un peu un imposteur, d'être, invité sur le podcast parce que je suis un petit combattant, comparé, quand je vois les grands champions, que tu invites et qui sont des superbes vitrines pour, le sport et véganisme. Bon, moi je suis un petit combattant. J'ai fait 4 ans d'anglaise et avant j'ai fait 3-4 ans de pied-point, full contact particulièrement. Mais oui, alors effectivement, bah, sinon oui, j'ai un peu de compétition, donc c'est un peu particulier mon parcours aussi parce que, bah, moi j'ai 40 ans aujourd'hui, hein, donc j'ai commencé les compétitions en anglaise, l'année dernière et bah, à 39 ans, tu as absolument personne qui ne qui se lance en compétition à Mmh. 39 ans. Non, mais C'est je précise juste que j'ai su que tu avais 40 ans le jour où tu as posté une story, parce que c'était ton anniversaire, je ah crois, ouais, donc 40 ans, un truc comme ça. Mais jamais de la vie, je t'aurais donné 40 ans, quoi. C'est ouais, il me pour croit moi, on pas dans était les de la même, combats, des quasiment fois de la même style, génération, alors qu'on a 10 ans d'écart, quoi. ouais, ouais, même, bah, dans les même le premier combat justement que j'ai fait l'année dernière en compétition là, c'est les mecs, disaient à mon coach: «Ah non mais ton gars là, il a pas 39 ans, c'est pas vrai et tout machin». Mais bon, bref, surtout pour les combats, tu dois te raser et tout, donc tu sais, tu as Ouais, barbe en ouais, moins ouais. et tout Non, mais et après, voilà, juste avant qu'on enchaîne là-dessus, tu es totalement légitime, hein, pour passer dans le podcast. mmh, D'abord parce que le podcast, il n'est pas réservé aux champions. Mais bien sûr que ça a une portée médiatique, et puis c'est super intéressant de discuter avec des champions sur leur discipline. oui, complètement. Mais j'ai pas reçu non plus que des champions, j'ai aussi reçu des amateurs, j'ai reçu même Ouais quelques et c'était personnes très intéressant d'ailleurs. qui ne sont même pas combattants. J'ai fait quelques encartades, et il y en aura de plus en plus, parce que quand il y a un profil qui est intéressant, on va pas se priver de l'inviter sur Vegan Fighter. Si un jour il faut Mmh. changer le nom en Vegan Athlète ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Je pense que les Oui, oui, auditeurs c'est vrai. sont un peu au-dessus de ça, et ils comprennent qu'il y a un intérêt à écouter le message d'autres personnes. Et si Grave. jamais, si ceux qui veulent écouter que des champions, bah, à la limite, écoutez les autres épisodes. Oui, oui, bien Mais sûr. C'est sûr, et c'est puis sûr. bon, tu as quand même aussi ton parcours dans le rap et dans la cause animale qui colle carrément avec le thème du podcast pour moi. Mmh. Donc c'était en réalité, là, on est au cet épisode, alors laisse-moi me remettre en tête parce que j'ai quelques épisodes d'avance, mais je pense que celui-ci, ce sera le 17e ou le 18e épisode à sortir. OK. Mais C'est gros déjà, hein. dès le début, j'avais pensé à toi. Dès le début, Mmh. quand j'ai commencé, je me suis dit: «Lionel, il faudra qu'il passe sur le podcast». Donc Ouais, non, non, mais rassure-toi ouais, sur ça. oui, oui, comme je te disais, c'est juste, voilà, c'est pas je «blaguais» entre guillemets, mais c'est un peu le fait que oui, moi j'adore le fait, de mettre, en avant, les gros champions dans les sports de combat
Mmh. qui ont un mode de vie vegan comme tu le fais avec, Vegan Fighters. Je trouve ça vraiment, super et tout et voilà, comme je disais, moitié en blaguant, c'est un peu bon, bah, moi je suis un peu l'imposteur là-dedans parce que je suis pas du tout un grand champion dans les sports de combat. Mais effectivement, je suis un kiffeur de sport de combat, je suis pratiquant quand même j'ai fait quelques années quand même là-dedans et après, oui, il y a tout ce côté, cause animale et artistique qui aussi, monde artistique aussi de par la compétition qui fait des liens aussi avec les les sports de combat et arts martiaux, ouais. Bah, tu es tout de même champion du monde de rap, Mmh. d'improvisation. C'est, comme tu l'as dit, il y a quand même pas mal de similitudes avec les sports de combat. Donc Mmh. voilà, c'est aussi pour ça que d'ailleurs, je pense que je mettrai ça dans le titre parce que, figure-toi que j'ai changé même quelques titres d'épisodes pour ceux qui ont pas remarqué, parce je me suis rendu compte que quand tu écris champion de quelque chose, ça attire le doigt de la personne qui va cliquer sur l'épisode. Ouais, je pense que Beaucoup ça plus. ça marche sur moi Tu sais, aussi. ça les fascine un petit peu, alors qu'il y a des fois où je mettais une petite phrase, qui résumait l'esprit de l'épisode. Ça marchait Mmh. beaucoup moins bien. Je mets toujours le nom de la personne quand même, mais derrière, je mettais une petite phrase et quand j'écris, champion du monde de Muay Thai pour un Aurélien Duhart, par exemple, et ben ça attire beaucoup plus de clics Ouais, et voilà, je pense que c'est normal, hein. Moi-même, c'est vrai que si je dois choisir, par exemple, tu vois, sur, une palette de 5 podcasts comme ça que je connais pas et j'en vois un avec un comme ça, ouais, champion du monde de quelque chose, peut-être j'ai envie absolument. En de fait découvrir, quoi. c'est une façon très, très courte et très synthétique d'annoncer que l'invité a de la crédibilité. Mmh. Ouais, je Voilà. vois, je vois. C'est, ce qui veut parfois tout et rien dire parce que, notamment dans les différents styles de boxe, chaque année, il faut savoir qu'il y a, un nombre incalculable de champions du monde, de nouveaux champions du monde de Muay Thai, par exemple. Tu vois? Oui, Entre, c'est sûr. entre les différentes fédérations et le Ah nombre, bah oui, les différents incalculable de poids, les catégories de ouais. poids, Ouais, voilà, ouais, c'est clair. de variations techniques, parce que tu as, par exemple, dans le kickboxing, je crois qu'il y a 2 ou 3 styles différents de kickboxing. Tu vois, tu as au moins le full Ouais. contact, le K1 rules, le low kick en France, qui doit exister aussi à l'international, où tu pas les coups de genou. Bref, et chacun peut se dire champion du monde de kickboxing. Donc, je dis pas que Oui, ça non, vaut rien, parce c'est assez que toi, tu l'as remarqué aussi, chaque combat est ah oui, oui, difficile. complètement. Ah Et aussi, oui. celui même si c'est dans sa catégorie de poids, dans sa fédération bien spécifique, celui qui va accéder à un titre de champion du monde, il a dû battre un certain nombre d'adversaires pour y arriver. Ça veut pas dire aujourd'hui que c'est le meilleur du monde. Enfin, Bien sûr. à part quelques grands noms comme Francis Ngannou ou des gars comme ça, ou qui, je pense, peuvent prétendre à dire ils sont un peu imbattables à l'heure actuelle. Et encore, tu vois, il n'a pas Mmh. affronté tous les mecs du monde. Tu vois, Bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr. Et pour les autres, voilà, c'est vrai aussi. Mais il y a quand même un parcours. Il y a quand même un parcours de victoire et de défaite aussi souvent, hein, parce que peu nombreux sont les champions qui n'ont jamais perdu. Et bah, toi-même, tu sais que la défaite, elle fait partie du job et qu'elle apprend beaucoup. Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai d'ailleurs plus perdu en boxe que gagné. Mmh. Et à chaque fois, je revenais plus fort. Et pareil en Mmh. JJB d'ailleurs, hein. En JJB, à chaque fois que je gagne, je suis content, mais j'apprends rien. Enfin, j'apprends pas grand-chose. Je refais ce qui marche, c'est bien, mais je vais pas révolutionner mon jeu, alors qu'à chaque fois que je perds, il y a énormément de Mais oui. changements Ouais, il y a des qui remises ont en lieu derrière dans question. mon jeu. Mmh. Et si je retombe sur le même adversaire, crois-moi qu'il m'aura pas de la même façon. Ouais. Ouais, non, Voilà. non, c'est sûr. Oui, on apprend plus dans la défaite que dans la victoire, c'est clair et net. Ouais, même si bah, c'est sûr que quand tu fais un déplacement, quand tu te prépares, que tu fais un cutting, enfin voilà, les sports de combat demandent beaucoup d'énergie quand même et d'implication, que ce soit dans l'entraînement, dans la préparation et dans l'anticipation psychologique d'aller face à un mec qui va te frapper et te faire mal, quoi. Mmh mh. C'est sûr que quand tu perds, c'est un peu, t'as un peu l'impression sur le moment d'avoir fait tout ça pour rien. Mais la réalité a posteriori, c'est que ça apporte aussi beaucoup. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est là que c'est important d'être bien entouré, je trouve. Tu vois, Mmh. que tu aies les bons coachs avec toi, que tu aies quelqu'un
qui ait pu filmer ton combat aussi pour pouvoir revoir tes erreurs, pour pouvoir travailler dessus. Les coachs qui ont visualisé tes erreurs, qui vont te dire ce qui va pas. Parce que c'est vrai que des fois, étant dans le enfin moi, à mon petit niveau, étant dans le combat et tout, je comprends pas, en fait, pourquoi, en fait, ça s'est passé. Pourquoi ça s'est passé et cetera Mmh. et pourtant quelque chose de très, très basique, hein et dès qu'on me le dit, effectivement: «Ah purée, OK, c'est bon». Le coach me le dit, OK, c'est bon, je le conscientise. Mmh. OK, je comprends. Alors que, tu vois, bah, en fait, je l'avais pas conscientisé sur le moment Exact. et le fait qu'on me le dise après, ça y est, ça rentre direct. C'est un moment où tout le monde est focus sur ce que tu es en train de faire. Donc, ton coach, il te regarde plus pendant un combat que pendant plusieurs entraînements. Même si toi, tu Mmh. as, un excellent coach que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui me semble être Mmh. très, très à l'écoute et, Oui, euh, Joe, excellent, ouais. et Les autres aussi concentré d'ailleurs du club. sur. Ouais, alors je les connais pas, les Mmh. autres. Il y a que lui que j'ai rencontré. Bah, on lui fait un coucou. Je sais pas Ouais, s'il carrément. il écoutera l'épisode, mais en tout cas, en ayant discuté quelques minutes avec lui, on voit que c'est un gars qui a de l'empathie pour ses combattants. Ah Et, oui, et puis c'est un euh, vrai passionné, et voilà, exactement incroyable, ce hein, que j'allais dire, vraiment, extrêmement passionné par la ouais. discipline. Ouais, ouais, très, très bon, Joe, franchement, on a beaucoup de chance de l'avoir et pareil, on a d'autres coachs, les autres coachs, dans le club, le BCN là, c'est vraiment très, très bien pour l'accompagnement des combattants, combattantes et tout, franchement incroyable. Ils font un travail incroyable. Vraiment très, très bon, quoi. Ah ouais, mais je sais pas si tu as eu d'autres coachs avant cela, dans d'autres clubs, si tu as eu des mauvaises expériences de coaching. Moi j'en ai eu, mais ça change vraiment tout que ce soit dans ton entraînement, dans ton plaisir de t'entraîner, comme de ton succès en compétition. Bah, en fait, si tu veux, j'étais dans des clubs, avant où, bah, comme dans de nombreux clubs, il y a beaucoup de monde et les coachs n'ont pas le temps de faire du cas par cas vraiment, tu vois? C'est difficile, même quand j'étais en full, j'étais quand même je faisais quand même les entraînements avec les confirmés, j'étais avec les confirmés et tout. J'avais commencé, un peu de compétition, qui était en light à l'époque. Hem, Mmh. mais il y avait on était beaucoup de compétiteurs. Il y avait du monde et du coup, voilà, c'était pas évident pour les coachs, bah, pour bien encadrer tout le monde, quoi, tu vois? C'est Mmh. compliqué. Déjà, en général, c'est des gens qui donnent beaucoup de leur temps, bah, pour la salle de boxe, tout ça et en plus, bah, quand tu as des compétiteurs, des individualités que tu dois développer, bah, c'est compliqué, c'est compliqué. Là, après ça serait plus aux boxeurs eux-mêmes, j'ai envie de dire de prendre des cours particuliers avec ces coachs-là, par Mmh. exemple, en dehors du tu vois? En dehors des temps d'entraînement et Bah, pour vraiment progresser sur leur cas, quoi, tu vois? c'est quelque chose qui est, j'allais dire mal vu, non, mais qui est peu commun en France, mais qui est la norme en fait dans d'autres pays. N'importe Mmh. quel combattant amateur confirmé et encore plus professionnel prend des cours particuliers, a une Et oui, personne qui de temps en temps s'occupe que de lui. et ouais, Et normal. Ça me semble normal, ouais. ce qui est compliqué. Alors un conseil peut-être qu'on peut donner que j'ai pu appliquer et qui marche pas trop mal pour ceux qui en auraient pas les moyens, parce qu'un cours particulier ça coûte quand même assez cher, même si Oui. j'ai pas envie de faire de l'ombre à mes différents invités qui donnent des cours particuliers. Si vous en avez les moyens, Mmh. faites-le, parce que vous avez un professeur qui va C'est corriger sûr. tous les petits détails. C'est ultra rentable. Al Sinon, la méthode du pauvre, entre guillemets, c'est de trouver un collègue à vous qui est passionné et qui est dans le même état d'esprit, qui éventuellement va combattre aussi dans la même discipline ou une oui. discipline similaire, avec relativement peu d'écart de poids. Moi, j'ai un de mes collègues qui écoutera peut-être d'ailleurs le podcast, avec qui on s'est beaucoup entraîné. On est quasiment dans la même catégorie de poids, 1 ou 2 kilos près. Et ben là, tu as un gars qui est disposé à te tenir les PAO pendant un bon moment parce que il sait que toi, tu vas les lui tenir aussi, qui va faire du sparring réaliste avec toi. Voilà, là, on a quasiment on s'entre-coach un petit peu dans ces Mmh cas-là. mh. Non, Et c'est pas mal.
Ça, c'est une très bonne chose. Après, je pense vraiment que c'est très important pour un boxeur, un jeune boxeur qui veut vraiment progresser progresser dans la compétition et cetera. Vraiment ne serait-ce que peut-être, tu vois? Parce qu'on c'est vrai que les cours particuliers, ça a un coût, mais tu te dis, ne serait-ce qu'une fois par mois. Une fois par mois, tu fais Mmh. ton cours particulier avec ce coach, qualifié, passionné qui va cibler en fait, tes qualités, tes défauts et qui va cibler vraiment sur quoi tu vas devoir travailler et bah, ce que tu vas devoir faire pour progresser et ça me paraît super important parce que même comme tu dis, avec un binôme, des potes et tout, avec qui on boxe et tout, c'est super bien, je trouve, pour tourner, pour ouais, du sparring, parce que le sparring, on sait, c'est super important aussi Mmh. et voilà, tu vas filmer ton sparring, tu vas regarder la vidéo, voir ce qui va pas, travailler dessus et tout. Ça, je trouve ça vachement bien. Mais Ouais, avoir ouais, un c'est coach clair. vraiment, qualifié, qui a vraiment l'œil pour ça et qui va te faire travailler et qui va cibler à la fin de la séance, il va te dire: «Écoute, il faut que tu travailles là-dessus, là-dessus, là-dessus» et tu le revois un mois plus tard et ainsi de suite, tu vois? Je pense que vraiment c'est une très bonne façon pour progresser et nous, on a la chance au club quand même justement d'avoir, tu disais, hein, des mecs comme Joe et tout qui sont vraiment passionnés et qui, d'eux-mêmes vont te dire de toute façon: «Ah bah, écoute, je suis à la salle, il y a pas de cours, hein, tu vois? Il y a pas le cours, mais il va te dire: «Bah, je suis à la salle, demain, matin et tout, j'ai 1 heure et tout là, tu as un combat dans 3 semaines, bah, viens, demain je t'entraîne», tu vois? Ah Et ouais. comme ça, il va t'entraîner, il va te prendre à part et il va te dire: «Bon, bah, bosse, Oui, oui, ça te travaille donne des là-dessus, pistes de travaille ton travail, cardio». bien sûr. Grave et je trouve ça hyper important, en fait. C'est Même super si tu le important. fais, comme tu disais, une fois par mois, ça te donne des pistes de travail pour, tous C'est les ça, entraînements que tu vas faire jusqu'à la prochaine fois. c'est ça, Ouais, ouais. exactement. Mmh. Tu Ce vas y qu'on fait penser après et tu vas, si on te dit que, je sais pas, tout bêtement que tu as tendance, après ton enchaînement à toujours baisser ta garde en dessous du menton ou un truc comme ça, enfin, je dis un exemple, banal, hein, mais voilà, ce truc-là, bah, tu vas essayer de le conscientiser pendant tes entraînements après et toujours de bien monter ta garde, et cetera. oui, oui. Ce qui est pas mal aussi, c'est ce qu'on faisait à l'époque quand, avec, le collègue dont je te parlais, c'est, d'aller faire des stages. Je sais pas si ça existe beaucoup en boxe anglaise, mais tu as régulièrement des champions ou des anciens champions Mmh. de de, de différentes disciplines qui donnent des stages, qui durent en général, entre 2 heures et une journée, même s'il en existe des plus longs qui peuvent durer une semaine, hein, mais là, on n'est pas sur le même niveau d'investissement. Et même si Yes. c'est quelques heures, en général, ça coûte entre 30 et 50 euros, même entre 20 et 50 euros. Je sais que Ludovic Parera, mon premier invité sur le podcast, il en organise régulièrement à Miramas, que ce soit en MMA ou en jiu-jitsu Mmh. brésilien, en grappling. J'ai pu en faire quelques-uns. Il se débrouille toujours pour faire venir des champions à son club. Lui-même en donne aussi dans d'autres clubs un peu partout en France. C'est quelque chose qui fait vivre ces champions-là, parce que ce pas des disciplines qui payent beaucoup, juste par la Oui. pratique sportive, comme la boxe anglaise peut le faire à un certain niveau. Mmh. Et le savoir technique, il est énorme, et ça donne une base de travail pour s'entraîner dans nos propres clubs. Ça permet aussi de redistribuer le savoir dans votre propre club, après ce genre de Yes. stage. Donc pour moi, j'essaie de m'en faire plusieurs chaque année, parce qu'il y a vraiment Ouais, un upgrade technique énorme. L'investissement des 30-40, tu te rends compte que c'est moins cher qu'une heure de cours particulier, quoi, souvent. ouais, c'est ça et puis c'est comme tu dis, ça ouais, c'est super intéressant au niveau des connaissances techniques, tout ça, et pouvoir évoluer en plus à côté de grands combattants, tu vois, qui sont invités, enfin c'est Bah, énorme. le dernier en date que j'ai pu faire, c'était à Miramas avec Ludo, et c'était Tom Duquesnoy. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un Tu ancien tu l'as, combattant de l'UFC tu l'as français. interviewé, non, il me semble? Non, 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 je l'ai pas interviewé, je lui ai proposé, mais Ah non, d'accord, bon, actuellement, il est pas trop dans le mood de s'exprimer en podcast. d'accord. Non, j'avais Il cru a le une voir passer le nom. alimentation qui tend en tout cas vers le véganisme. Je ne sais pas s'il est vraiment vegan actuellement. D'accord. En tout cas, il ne se OK, définit OK. pas comme tel. Et pour le moment, il ne souhaite pas trop s'exprimer. Mais ouais, on a pu discuter. Un gars super intéressant, et avec Mmh. un bagage technique en MMA, une posture qui est impressionnante, quoi. C'est un tout petit gabarit, mais quand il te soulève, t'as pas l'impression que le gars fait 60 kilos, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est la technique, quoi.
Ouais, 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 tout à fait. Et puis des techniques, il nous a montré peut-être 4 ou 5 techniques, ce qui est beaucoup, hein, au cours d'un stage qui a duré 2 ou Oui, c'est 3 heures. clair. Ouais, pour assurer l'expérience Et visuelle sur ces déjà, ouais. 4 ou 5 techniques, il y en a peut-être une ou deux que je vais probablement jamais utiliser, que j'ai même peut-être déjà oublié. En tout cas, les détails, Mmh. les petits détails techniques. Par contre, sur les autres, il y a des trucs que j'utilise peut-être à tous mes sparring, tu Ah vois. yes, mortel. Et ça, c'est vrai aussi pour d'autres stages que j'ai pu faire, notamment avec Luc Rousseau. Je ne sais pas si tu connais, c'est un champion de Non. grappling aussi, francophone. Thomas Loubersan aussi, j'ai fait un stage avec Thomas Loubersan. Et à chaque fois, tu as un petit élément, peut-être pas tout, hein, ce que tu as appris, mais un petit élément qui va te débloquer quelque chose dans ton game que tu vas utiliser à tous tes sparring après. Enfin, en tout cas, c'est mon Mmh. expérience de ce genre de stage. Donc, je le conseille à la fois pour faire vivre ces gens qui ont un savoir technique et les aider à continuer à le développer. Ouais. Et puis, pour votre pratique personnelle, c'est un upgrade énorme à chaque fois, quoi. Ouais et puis là, en plus, c'est des enfin, je vois, t ouais, Thomas Loubersan, je suis, sur son Insta là, abonné là et je vois la pédagogie en plus, des mecs et tout, c'est un niveau, incroyable, quoi. Enfin, Énorme. déjà, leur savoir qu'ils ont, bah, voilà, c'est des combattants incroyables, mais bah, si tu as pas la pédagogie qui va avec, c'est pas évident pour, inculquer ton savoir aux autres et lui, par exemple, c'est fou. Enfin, ses vidéos, ils sont incroyables. Ah oui, oui, mais et ces vidéos, je pense qu'il cut un peu parce que déjà il parle beaucoup, mais quand tu fais un stage avec lui, il y a énormément de temps où il explique et il développe. C'est Mmh. le temps de pratique est relativement réduit, et tout le monde n'est pas réceptif de la même façon. Je sais que ma chérie est pas trop réceptive à ça. Et elle, c'est une pratico-pratique. Il faut qu'elle pratique Ouais, pour d'accord. comprendre. Elle apprend très vite, beaucoup plus vite que moi. Ça me dégoûte par moment parce que on Mmh. drille un truc 2 fois, bon, c'est bon, elle a envie de passer à autre chose parce que pour de bon, elle le maîtrise, elle Ouais, va le elle a replacer déjà en sparring. assimilé. Alors que moi, il faut que je le pratique des milliers de fois. Par contre, je suis hyper réceptif personnellement à une explication logique. Tu vois, quand je Ouais. comprends le principe, qu'il soit mécanique ou psychologique, hein, une fois que j'ai compris le principe, le transférer dans mes mouvements, dans mon corps, c'est beaucoup plus facile. Et si je ne le comprends pas, à contrario, je ne vais jamais arriver à mettre en place la technique, quoi, tu vois. Mmh. Et lui, il est Ouais, je vraiment vois. dans cette explication conceptuelle. Tout son jeu est basé sur des... Bien sûr, il a un physique impressionnant. Oui, déjà, Et c'est clair. il a énormément travaillé sa condition physique pour coller à son style. Mais derrière ça, techniquement, il a des concepts qui sont au final relativement simples à comprendre, pour peu qu'ils soient bien expliqués, et lui, il explique très bien. Mmh. Non, mais j'ai vu ça, hein, parce que ce dont tu me parles, j'ai sur ces vidéos, il y a déjà des vidéos avec des longs moments, justement d'explication, voilà, sans aucune pratique même. Mais oui, oui, avec des intervenants comme ça, je pense qu'effectivement, tu ne peux que en ressortir, grandi derrière, quoi. Je sais pas si ça existe beaucoup en boxe anglaise. Est-ce que tu as... J'avais fait J'en une fois vois un pas des stage avec, masses passer des stages. je crois, Karim Gerfi, ou son oncle, pardon, Kamel Gerfi, qui est l'oncle de Karim Gerfi, qui est un champion, je crois, Mmh. du monde de boxe anglaise, qui habite à Manosque. Donc il y avait un stage Mmh. à côté de chez moi il y a quelques années que j'avais fait, qui était assez basique. Je sais pas si ça se fait beaucoup. Bah, j'en vois pas des masses passer. Après, il me semble que oui, il me semble que ça se fait quand même. Mais ouais, écoute, je suis peut-être, ouais, je ne sais pas. Je saurais pas répondre à la question. Mm. Bon, bah écoute, si ça existe, et puis même parce que parmi les auditeurs, il y en a qui pratiquent pas du tout les sports de combat, et il y en a qui pratiquent aussi d'autres sports de combat qui ont rien à voir avec la boxe anglaise. N'hésitez pas à suivre un peu les gars qui donnent ce genre de stage et à rester aux aguets. Ils ont cette fâcheuse tendance, je trouve, à annoncer leur stage un peu au dernier moment. C'est un peu chiant pour Mmh. s'organiser. Mais il ne faut pas les louper, quoi. Si vous êtes disponible et que c'est pas loin de chez vous, profitez-en. C'est ultra rentable. Mmh mh. Ah ouais, carrément. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu. Là, on a beaucoup parlé de la partie battle, compétition, impro du rap. Mmh. Tu as également ta carrière artistique perso, où tu Oui. es pas en improvisation. Donc, les textes que tu écris, que tu travailles, j'imagine énormément.
pour sortir Mmh. tes albums. Oui, oui, Qu'est oui. Est-ce que pour toi, c'est lié ou est-ce que c'est un boulot qui est complètement différent? Alors, tu parles lié à la partie, battle, Impro, improvisation et ouais. tout? Mmh. Bah, c'est lié dans le fait que c'est du rap, déjà tout simplement, que c'est du rap, que ça se pratique, que c'est un art oratoire, qui se pratique, voilà, qui se pratique en vers, en rime, on utilise, beaucoup de figures de style. Figure de style, c'est en écriture, des assonances, des allitérations, des métaphores, double sens et cetera. Donc on s'y retrouve, là-dedans, bien sûr. Maintenant c'est vraiment différent pour moi, le fait d'écrire une chanson et d'aller faire un battle. Effectivement, enfin un battle, impro là comme ceux dont je parlais, les battles classiques, improvisation, on est dans un ouais, déjà dans un but qui est vraiment différent. Moi, enfin, alors, c'est que c'est pareil, en fait, je suis désolé, je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est que de toute façon, mon artistique part dans tous les sens et je veux dire ce que j'écris, par exemple, majoritairement, c'est quand même du rap qui est, plutôt engagé, si Mmh. on doit mettre, un mot dessus, une étiquette dessus et donc souvent, je vais vouloir, passer un message à travers ma musique et la musique, on le sait, c'est un très bon vecteur de message et bah, il y a beaucoup de choses, dont j'ai envie de parler, beaucoup de choses qui me touchent et dont j'ai envie même des fois, bah, de partager avec, bah, avec les auditeurs de rap et pourquoi pas, bah, d'informer des fois, sans prétention, mais d'apporter de l'information dans certaines, chansons et de pouvoir derrière, bah, créer, bah, de la discussion, du débat et cetera et donc du coup, quand j'écris une chanson, par exemple parlant, bah, vu qu'on est, on est dans le thème, donc je vais rester dans le thème, parlant de cause animale, parlant de spécisme. Je vais avoir Sûr. envie justement que ce message, là, bah, soit, impactant, que ce message, parle à l'auditeur et je vais avoir envie de toucher, bah, des auditeurs, alors je vais pas m'adresser en général, aux antispécistes ou aux véganes, je vais m'adresser aux autres, Mmh. et justement je vais avoir envie bah, de leur donner, envie d'aller s'informer derrière, en fait. C'est-à-dire que si, par le biais d'une chanson, je leur explique quelque chose qui est justement, intriguant, qui est, violent, tu te dis: «Waouh, c'est quoi ce truc? Le mec, il parle de 3 millions d'animaux égorgés par jour en France dans les abattoirs, blablabla» et derrière, bah, tu vas aller, vérifier cette source-là, tu vas aller, tu vois, si ça t'a parlé. Donc quand je suis dans ce mood-là, on va dire de travail, c'est totalement différent d'un mood battle rap, quoi. Mmh. Battle rap, ça va être du kiff. Déjà, premièrement, j'aime cette discipline. Ça va être aussi le fait, bah, de me dire que si je brille dans cette discipline-là, ça va mettre en lumière les chansons que je fais à côté. Mmh. Donc il y a un intérêt de le faire aussi pour ça, hein, voilà. Voilà, donc et quand je fais des chansons donc bah, comme la majorité de mes chansons qui sont à caractère engagé, bon, ben ça comme je dis, hein, grossièrement, ça va être pour passer un message. Mmh. Ça a toujours été, ton mood dans les chansons que tu as écrites? Il y a toujours eu un message à passer? Non, 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 à la base, je fais du rap par passion. Moi, je suis un vrai passionné de rap. J'écoute du rap depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, j'avais du rap à fond dans les oreilles et tout et j'ai jamais décroché. Donc je suis un réel passionné du rap, dans sa globalité, même si je suis plus axé quand même sur le rap, francophone. Mais j'ai écouté beaucoup de rap, alors j'allais dire international, plutôt américain quand même Mmh. Oui, et bah, en fait, on a peu de, quand on parle de musique internationale, d'une manière générale, on est hyper influencé, surtout par les États-Unis, quoi. oui, C'est oh, bah, et puis dans il y le a pas rap, je grand-chose, veux dire, voilà. c'est le rap et la culture hip-hop sont nés là-bas, donc c'est pas pour rien qu'on retrouve, voilà, qu'on retrouve les plus gros artistes, sur ce
sur ce continent-là même, on va dire, entièrement, enfin pas le continent entier, Ouais. mais même bien qu'en Amérique du Sud, il y ait quand même il y a quand même des gros, justement, des gros rappeurs avec il y a du rap latino qui est très, très bon. Bien Mais bon, sûr, là on écoute énormément, pendant les entraînements de jiu-jitsu brésilien, du rap, brésilien, où ah on yes, comprend ouais, mortel. absolument rien, mais donc nos Ouais, professeurs mettent ça à fond à chaque fois, c'est toujours les mêmes ouais, chansons. ça tue. Un jour, il faudra peut-être que j'aille voir, quelles sont les paroles de tout ça, parce qu'on apprécie, ça devient un petit peu le rythme qu'on a derrière nous pendant l'entraînement, mais personne ne Yes. comprend rien, donc ça colle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, bah, après voilà, hein, musicalité, hein, pas besoin de comprendre pour kiffer la musique, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis ça, tu sais, ça donne un. Je trouve que le rap, en tout cas ce rap brésilien-là, mais même d'autres, du rap français ou américain, ça donne un rythme parfois, qui influence ton rythme de combat ou ton rythme d'entraînement. Parce Ouais. que tu as un beat derrière et ça. Je suis sûr et certain que ces quelques chansons qu'on écoute à chaque fois, parce que je pense que la playlist de notre professeur, elle n'est pas énorme, hein, par rapport à ça, parce que j'entends des titres qui reviennent souvent. Mmh. Je suis sûr que notre rythme de combat se cale sur ce rythme musical. Ah oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, regarde, il y a plein de entre guillemets «musique motivation», c'est sur internet, Mmh. où les mecs vont te faire des playlists, de musique pour, les sports de combat, pour la muscu, pour machin, pour te donner de la force et moi, je vois par exemple, sans parler des sports de combat, j'aime courir, moi je cours aussi Mmh mh. et enfin je cours, je suis pas un grand coureur, hein, je fais pas de grosses courses, marathon et tout, mais je cours fréquemment à côté de la boxe, j'ai toujours aimé ça Mmh. et bref et quand je me mets justement, des sons, tu vois, je cours avec de la musique et quand je me mets des sons justement, bah, motivants avec des grosses musiques orchestrales et trucs et tout, moi ça me porte en fait, tu vois? Ouais, Vraiment ça me ouais, porte je dans comprends. l'effort physique Moi aussi, il y et je avait, pense mais ça dépend aussi, tu vois? Je trouve que les playlists dont tu parlais, pour la musculation, par exemple, moi, ceux qui écoutent les podcasts, ils savent que j'aime beaucoup la musculation, j'en fais depuis de nombreuses années. La plupart des playlists que tu trouves, par exemple, sur YouTube ou sur, Spotify, enfin sur toutes les plateformes où tu peux trouver ce genre de playlist, elles sont au final trop violentes pour ma pratique de la musculation, tu vois? yes, C'est, ouais, je capte. la musculation, c'est 30 secondes à 1 minute d'effort et puis, 1 à 3 minutes, de repos où, en fait, Oui, tu as oui, oui. besoin de redescendre et ton système nerveux, il faut qu'il reste alerte, mais il faut qu'il redescende pour la série d'après Et et là, ces s'il tabasse trucs-là me avec du gros mettent. métal, tout le long, Exactement, souvent, c'est même si c'est du hip-hop, ça va être, sur un rythme très, très, très hard, ouais, 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 très, ouais, je très capte, violent, je quoi, capte. qui te bah, qui te font sécréter de l'adrénaline, j'imagine, hein, Ouais, ouais, ouais. voilà, Non, c'est vrai que pour c'est dire ça c'est pas simplement. bon pour cet effort-là, je suis d'accord. Enfin Ouais, ouais. enfin, certaines en tout cas, playlists ne vont pas être, faites pour cet effort-là, Après c'est sûr. chacun sa pratique. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire énerver un petit peu par ce qu'ils Oui. écoutent et d'autres qui ont besoin au contraire de se faire calmer parce qu'ils montent, trop vite et je pense que moi c'est mon cas pour ce type d'effort-là et Mmh mh. j'écoute même souvent des podcasts, hein, pendant que je fais de la musculation et ça me Oui. dérange pas et ça peut m'arriver de mettre, une musique vraiment violente comme, Last Resort ou un truc comme ça, vraiment pour une série, tu vois? Mmh. Et parce que je sais que c'est ma série très difficile et que j'ai envie que ça percute à fond, Ouais, tu vas te comme déchaîner dessus, quoi. voilà mais alors, je vais, parfois écouter 30 secondes d'une chanson comme ça pendant ma série, puis je vais couper, je vais revenir à un podcast où 2 gars sont en train de discuter comme on est en train de le faire, Yes. de manière calme. Mais c'est vrai que la musique a un impact Ah oui, c'est sûr. sur notre, mood, sur notre état d'esprit. Qui n'a pas écouté des chansons tristes quand il était triste et s'est retrouvé encore plus triste, Mmh mh. tu vois? Ah non, mais Donc pour c'est le sport, c'est clair, hein, c'est voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et on est nombreuses à justement à pratiquer, on va dire avec la musique ouais, et à être porté par la musique, quoi. c'est clair, c'est clair. Et juste parce que, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute là, il faut qu'on parle de véganisme.
Parce qu'on en a parlé un peu, Oui, et ben, mais là, en en plus, j'ai complètement digressé, je sais même plus, non, mais le sujet de base. non, mais Je disais que j'étais un passionné de c'est le concept du podcast. rap, mais pourquoi? Non, mais c'est le Et concept du podcast et c'est aussi ce que les auditeurs, fidèles aiment. C'est ce que j'apprécie en podcast aussi, c'est qu'on est sur une discussion. C'est un format long, mmh mh. et ces auditeurs-là sont habitués à ça. Donc, Yes. t'inquiète pas, tu peux digresser autant que tu veux. Mais on va quand même parler un peu de véganisme. Est-ce que tu pourrais revenir aux origines de ta démarche? Ouais, Qu'est-ce alors, qui t'a ouvert les yeux, entre guillemets? ouais, vis-à-vis du véganisme, alors, en fait, moi, donc je suis devenu végan il y a une dizaine d'années. À l'époque, en fait j'ai voyagé en Inde. J'ai passé un mois en Inde et là-bas, en fait, parce que c'est un peu le début d'une prise de conscience générale. C'est-à-dire que l'Inde, j'ai côtoyé là-bas des gens dans les slums, dans les villages où ils avaient, vraiment, rien, où, on a partagé des moments très forts, partagé du partage même de, tu vois, de nourriture, je suis allé, graffer avec des jeunes dans les slums où, bah, si tu veux, ils ont je sais même pas quoi te dire, en fait. Ils ont des cases avec rien, en fait, tu vois? C'est le chef du slum nous a fait rentrer dans sa case, donc la Mmh. case du chef. Il avait rien. Il avait une couverture dans un coin avec, une espèce de casserole, qui faisait chauffer sur des trucs avec des pierres, machin et tout, enfin, et le reste est de la terre au sol, le truc, enfin, il a strictement rien. Mmh. Et quand ces gens-là t'accueillent et te donnent, tu vois, ils ont passé leur temps à m'apporter du thé, à m'apporter de la soupe un moment, du truc de enfin, tu sais, c'est toi, tu arrives, tu es, petit occidental, avec tout le confort, dans lequel tu as grandi, même si moi, je suis un fils, d'ouvrier et de voilà, mon père était ouvrier, ma mère, secrétaire dans un bureau, enfin, famille, on va dire, modeste, quoi. Mmh. Et mais j'ai jamais manqué de rien. Voilà, j'ai toujours eu à manger, toujours eu, un toit sur la tête et tout. Mes parents ont toujours très bien géré, tout ça, en fait. Et c'est vrai que, bah, quand, comment dire? Quand tu côtoies, on va dire, ces personnes-là pendant un mois heu tu es obligé en fait de relativiser, en fait, Mmh. tu vois? Sur toi, sur ce que tu fais, sur ta consommation en général, parce que notre consommation en général a un impact, que ça soit l'alimentation, mais que ça soit aussi, les vêtements, que ça soit aussi l'eau, que ça soit aussi enfin, tout ce que l'on consomme en général va avoir, derrière, il va avoir un impact plus ou moins, fort sur des individus ou sur, l'environnement et cetera et cetera. Et en fait, quand je suis rentré, d'Inde, parce qu'on a vécu vraiment des moments, forts là-bas, hein, je passe un peu là-dessus parce que ça pourrait être long, mais voilà, on est passé dans des prisons pour mineurs là-bas, bref, on a vécu des trucs forts. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à me dire, bah, en Je fait, note ce que tu viens de dire. ouais, j'ai commencé à me dire: «Bah, faut que je change, en fait, certaines choses, en fait». Le fait j'étais pas quelqu'un de mauvais, en fait, avant, mais j'étais quelqu'un qui faisait pas grand-chose. Je Ça m'était arrivé déjà avant ça d'aider, des gens un peu dans la rue, tout ça et tout. J'ai eu une éducation, moi, évangéliste, tu vois, par le biais de tout un côté de famille où on était quand même dans des valeurs, heu qui devraient normalement, alors dans toute religion, être des valeurs de base, mais des valeurs de respect, d'amour, de partage, d'aider les autres. En fait, on a vécu vraiment des moments, très forts, là-bas émotionnellement. Je me rappelle même, tu vois, des collègues. En fait, c'est que je suis parti là-bas avec, mon groupe de l'époque, mon groupe de rap, et on a fait une tournée, en fait, là-bas, de concerts et d'ateliers pédagogiques. Et en fait, on passait dans 7 villes différentes, 6 ou 7 villes, et à chaque fois, en fait, on avait une journée avec, ateliers, concerts et
et tout. Et après, on avait tu vois, une autre journée ou deux autres journées où on était en off, en fait. Et nous, à chaque fois, sur chaque ville, on a cherché à rentrer en contact avec des assos sur le terrain ou des gens sur le terrain et tout, qui nous ont fait partager, rencontrer les gens là-bas. Et c'est comme ça qu'on a, voilà, on a rencontré les gens partager des moments dans les slums, pénitenciers pour mineurs, dans des, à Madras, je me rappelle d'une école, une école, qui avait été en fait, où il n'y avait aucune administration scolaire. C'est des gens eux-mêmes qui avaient créé une école, et à partir de rien, ils avaient créé, une école pour les gamins là-bas. C'était un moment, je m'étendrai trop si je commence à parler de tout ça, mais c'était des moments super forts, tu vois? Ce moment-là, Mmh. par exemple, il y a la moitié de l'équipe qui est ressortie en pleurant, du moment là-bas dans cette école, quoi. Et en se Mmh. disant: «Putain», mais tu vois, c'était un peu pour tout le monde pareil, en se disant: «Putain, mais on est des merdes», tu vois? Les Français, les Occidentaux à se plaindre toujours de nos petits problèmes, tout ça, c'est classique, hein, mais là, vraiment, tu prenais une claque en pleine gueule. Ah mais c'est Et sûr, on a tendance à se plaindre pour tout et rien moi le premier, hein, je garantis que je suis un mauvais client par rapport à ça et il y a des fois où il faut effectivement relativiser, tu sais que mmh, j'ai eu c'est un ça. petit souci de peau là ces derniers temps, que tu Oui. as vu la semaine dernière, qui commence enfin à rentrer un peu dans l'ordre, mais je suis pas non plus sorti d'affaire et il y a eu des moments où je me suis dit: «Mais vraiment, ma vie c'est de la merde, quoi» et à ce Mmh moment-là, mh. tu réfléchis un petit peu et tu te dis: «Attends, un, tu vas pas mourir, Ouais, premièrement, oui, tu es tu as encore tes relativement 2 sûr de pas bras. en crever, quoi», tu vois? Ouais, c'est ça. Premièrement, alors que, enfin, franchement, ça t'arrive dans un bidonville en Inde, ça, ce que j'ai eu là, je pense que tu as quand Ah même bah, des oui. chances d'en crever, tu vois? Et Ouais, et puis bon, c'est surtout voilà. qu'un truc comme ça, enfin, là-bas, ils vont un peu rigoler, quoi. Ils Ouais, vont ouais, peut-être ouais, dire: «Ah voilà. bon? Ah bah, c'est triste, c'est triste pour toi». Ouais, Mais effectivement, exactement. du coup, en fait, si tu veux, voilà, pour faire court là-dessus, mais c'était une expérience qui était très forte. Et c'est vrai que quand je suis rentré à Poitiers chez moi, à la base, j'étais pas quelqu'un, on va dire, de mauvais, mais hem, j'étais quelqu'un qui ne faisait pas grand-chose pour les autres, hormis, je faisais un petit peu, de temps en temps, tu vois, pour les gens dans la rue et tout, j'aimais bien aider et tout. Moi, j'ai une éducation quand même, par mes parents, par ma famille, qui allait dans ce sens. Et quand même aussi, alors j'ai tout un côté de famille, évangéliste, et j'ai grandi avec cette éducation-là et avec les valeurs de base, en fait, tu vois, des religions, abrahamiques à la base, tu vois? Les mêmes valeurs qui sont, l'amour, le partage, le Mmh. respect, l'entraide, et cetera. Bon, des valeurs qui sont pas tout le temps tenues, hein, Mmh mh. malheureusement, apparemment, mais j'ai grandi quand même avec cette instruction-là. Et donc pour moi, c'était normal d'aider, quelqu'un dans la rue, d'aider, voilà. Mmh. Mais je me posais après pas plus la question sur tout ce que je pouvais, tu vois, de par ma consommation en général, je me posais pas la question. Je me disais pas: «Bon, bah, effectivement, tu vois, cette paire de Nike là, est-ce qu'elle cause du mal, à l'autre bout de la planète? Ce que j'ai dans l'assiette là, est-ce que ça cause du mal?» Et donc j'ai commencé à remettre en question certains trucs. Au début, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué en Inde, c'était l'eau, la consommation d'eau. On Mmh. est passé, tu vois, dans des villages où, pas loin en fait, pas loin de c'était, pas loin de Pondichéry, tu avais des petits villages et tout, où, pas loin de ça, si je dis pas de bêtises, c'était Pondichéry ou Bangalore, je sais plus. Mais bref, pas loin, en fait, ils avaient des villages où ils avaient plus du tout d'eau parce qu'il y avait des usines de soda, Coca-Cola pour, pas dire la marque, qui en fait puisaient, il me semble que c'est par million, j'ai plus les chiffres exacts, Mmh. mais que c'est par million de litres d'eau puisés dans la nappe phréatique chaque jour pour, nettoyer les bouteilles de coca et faire du Coca-Cola et tout. Au Mmh. détriment total, des habitants là-bas, parce qu'en fait, eux n'ont même plus d'eau, ne serait-ce que pour faire pousser les cultures. N'ont même plus d'eau pour se laver, pour boire, ils sont obligés de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et tu sais, les trucs comme ça, tu te dis: «Waouh!» Et ce qui fait que dans les villages avoisinants, tu as le prix du soda qui est moins cher que le prix de l'eau. Donc Ouais. en plus de ça, les gens vont s'empoisonner parce qu'en plus de ça, ils vont boire, du soda parce que le soda est rendu moins cher que l'eau.
Mmh. et vont avoir tous les problèmes de santé qui Ouais, vont, bien sûr, avec la parce qu'ils ont consommation, ils ont pas le choix, parce que, du dans soda. du soda, il y Ah a non, quand mais même aussi de l'eau, et tu peux c'est une pas vivre horreur. sans. Donc, Ouais. les gars sont obligés de boire ça, parce que si tu dois faire 20-30 kilomètres à pied pour aller chercher de l'eau, tu en as consommé plus que tu en as bu, au final, quoi. Ouais, c'est une horreur et sur le sol indien, à cette époque-là, il y avait 90 usines. Alors l'Inde, c'est grand, hein, mais il y avait 90 usines Coca-Cola et donc Mmh, ils puisaient, voilà, chaque jour énormément, dans la nappe phréatique. mmh. Donc voilà, dans un pays où les gens crèvent, enfin, où beaucoup de la population crève de faim et de soif, quoi. Et du coup, bah, ça, c'est un des premiers trucs quand je suis arrivé, je me suis dit: «Waouh, l'eau», tu vois? Je me suis dit: «L'eau», des fois, je fais ma vaisselle, je laisse couler l'eau et tout. J'étais pas le pire là-dedans, mais quand même, tu vois? Je me disais: «Je laisse couler l'eau, je fais des trucs de ouf et tout», tu vois? Je me dis: «Waouh, ça craint», tu vois? Et j'ai commencé à focus un peu là-dessus en me disant: «Ouais, faut que je fasse gaffe à ça. Faut que je fasse gaffe à ça». Après, c'est parti un peu sur, justement, sur la consommation un peu en général. Je commençais à checker deux trois trucs, deux trois reportages, deux trois trucs et très vite, c'est arrivé sur, enfin très vite, pas très vite, pas assez vite, mais voilà, quand même, c'est arrivé assez vite quand même sur, je me contredis là, mais quand je dis pas assez vite, c'est-à-dire que avec le recul, j'aurais voulu changer beaucoup plus tôt au niveau de ma consommation, Mmh. alimentaire. Mais voilà, bon, Mais ça, c'est, c'est je arrivé. pense qu'il faut se rassurer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, moi Bien sûr, aussi, bien d'autres. bien sûr, bien sûr. Mais il faut pas trop non plus, se prendre la tête avec ça, parce que, c'est normal Non, quand tu as une prise de conscience et que tu as beaucoup travaillé, mentalement sur un sujet que tu maîtrises parfaitement, que tu te demandes pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. C'est logique, mais, c'est la il y a vie des aussi. explications à ça, hein. Voilà, il y a des étapes, il y a des moments où tu sais, et quand tu sais pas. Ou quand tu as pas Oui, non, mais conscience de de quelque chose, voilà. toute façon, on va Ce en qui n'est pas parler le même, cas des gens qui savent et qui malgré tout ne changent rien. Ça, c'est un autre sujet ça, c'est un autre qui est sujet, plus dur à effectivement. comprendre. Voilà. Ouais, ah, ça aussi, on va en parler aussi. Ouais. Je comprends pourquoi, même si je ne je ne valide pas, en fait, tu Mmh. vois? Le Mmh. pourquoi, mais je comprends pourquoi. Mais pour revenir là-dessus, ouais, du coup, je suis passé, bah, sur, le premier truc que j'ai analysé, en fait, dans mon assiette. Alors moi, il faut savoir qu'à la base, dans ma famille, c'était on mangeait de la viande ou des produits animaux à tous les repas. Donc j'ai été éduqué comme ça à manger des produits animaux, à tous les repas, c'était normal et comme nombreuses familles, hein, dans l'Hexagone, on nous apprend que c'est normal de bouffer de la viande à tous les repas. C'est même plus que normal parce qu'en fait, c'est, le PNNS, qui, qui inculque ça, en fait. Même dans les écoles, moi j'ai beaucoup travaillé dans les écoles. Dans les écoles, tu as, ces affiches là du programme, national, nutrition de la santé française qui te Mmh. disent: «Attention, consommez bien, à chaque repas, de la viande, du poisson ou du poisson avec des produits laitiers, avec» enfin c'est un truc de fou et en fait Mmh. et même pour les produits laitiers qui aujourd'hui, on est quand même aujourd'hui avancé scientifiquement pour dire que les produits laitiers animaux, c'est nocif, c'est pas bon Mmh. et enfin surtout à la cadence, qu'on les consomme, en France et ben ça non, ils vont te dire quand même: Attention, prenez bien 3 produits laitiers par jour», alors que c'est un des aliments les plus acidifiants pour le corps, Bien qui sûr, va c'est causer c'est tout c'est un tas de reconnu soucis derrière. par la plupart des professionnels du sport et de la nutrition sportive aujourd'hui, qui appuient ce message-là, même s'ils sont pas du tout Ça sensibilisés à la commence, cause oui, animale. ça commence à être reconnu, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est, Ça commence à l'être parce que c'est difficile, hein, encore, hein, entre autres, mais hein, oui. mais oui, oui, même s'il y en a quelques-uns qui vont te dire que certaines populations, sont particulièrement aptes à digérer le lait, mais déjà, même ceux-là reconnaissent que, d'autres populations, ne le digèrent pas du tout. Ils sont obligés de reconnaître qu'il y a une quantité de gens qui sont, manifestement intolérants au lactose, du lait, dans la population. Donc rien que ça montre déjà qu'il y a un souci avec ça. Et, Oui et puis on la est plupart des gens, tolérant, en fait, le sont par habitude, sont tolérants parce qu'ils ont jamais arrêté de consommer ces produits-là. Mais exactement, c'est quand tu exactement ce que j'allais t'arrêtes de dire. consommer un produit et que si tu t'y remets quelques mois après, tu es malade, c'est que ce produit-là, il est un peu bizarre. Si tu Ah non, t'arrêtes mais même aujourd'hui même de avant bouffer des ça. carottes et que tu en remanges dans 6 mois, ça va pas te donner mal au ventre, quoi, tu vois? Non, mais même avant ça, c'est-à-dire que, je prends, un exemple proche, mon ex-petite amie, quand je lui ai fait arrêter le lait de vache le matin,
en fait, Mm. elle m'a dit: «Mais c'est incroyable». Elle m'a dit: «Je me rendais pas compte, j'étais malade». Elle m'a dit: Et, «Le lait de vache me ballonnait, tout le matin, toute la matinée, j'avais des ballonnements, j'avais, des maux de ventre et tout qui pour moi me semblaient normal, en fait. Pour moi, c'était habituel, tu vois? et Et ouais, comme c'est le elle m'avait processus dit de quoi digestion ouais. normal, en fait. Et quand elle était passée sur du lait, végétal, elle m'avait dit: «Mais incroyable, ça du coup, en fait, je n'ai plus tout ça» et en fait, du coup, je me rendais pas compte que le lait de vache me rendait malade. Mais bon, après, ça c'est pareil, on pourrait en parler des heures, mais bon, bah, effectivement, le lait de vache, il est fait pour faire grandir un veau, pour le faire, prendre 100 kilogrammes en l'espace de quelques mois, en fait. C'est Mm. et toutes les hormones et cetera dedans vont être faites pour ça et nous, on donne ça à des nourrissons humains, à des petits humains, des jeunes humains, des grands humains. C'est même les hormones dedans, aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement que ça va alimenter nos si on a des mauvaises cellules, des cellules cancéreuses et tout ça, ça va être un désastre, en fait, pour le corps humain. Mm. Mm. Et et bon, du coup, pour revenir sur ce que je disais, moi, ouais, le 1er truc, de coup, que j'ai analysé, en fait, dans mon alimentation, ça a été, une tranche de jambon. Moi, j'étais un consommateur, je consommais pas mal de tout ce qui était, chorizo, jambon de pays, trucs comme ça un peu là, j'étais assez friand de ça Mm. et du coup, je me dis: «Tiens, bah, on va checker un peu sur le net et tout, qu'est-ce que je peux trouver un peu là-dessus?» Et en fait, bah, j'ai commencé à trouver alors à l'époque, hein, faut resituer, c'était il y a plus de 10 ans, hein, largement plus de 10 ans et bah, en fait, il y avait pas du tout l'information qu'on a aujourd'hui, mais je suis quand même tombé sur, 2-3 vidéos et tout qui m'avait un peu choqué. Je me suis dit: «Waouh!» Je sais plus si c'était des vidéos d'abattoir ou d'élevage à l'époque, mais bref, ça m'avait un peu choqué. Je me dis: «Ah ouais, c'est putain les infos là». J'ai un peu fermé les yeux devant ça, quoi. Je me suis dit: «Waouh, c'est hard», tu vois? C'est hard, je fous ça de côté et j'y suis revenu, un petit peu après, petit à petit, mais en fait, ce cheminement, il a pris chez moi, il a pris des mois avant, des mois, voire plus d'une année, hein. Je crois que c'était Mm. largement même plus d'une année avant de passer sur un végétarisme. Parce qu'à l'époque, j'étais tout seul, je connaissais même pas, ne serait-ce qu'un végétarien ou une végétarienne, donc encore moins un végan ou une végane et il y avait très peu d'infos et du coup, j'étais vraiment tout seul dans mon cheminement. Moi, à cette époque, j'habitais, seul en appartement et du coup, toutes ces réflexions, je les vivais seul. Avec mes potes, j'en parlais très peu. En fait, tu vois, j'étais rentré dans un truc où je commençais, les mois passés, je me disais: «Ouais, non, c'est affreux, j'ai pas envie de contribuer à ça, de plus en plus» et du coup, je n'achetais plus de produits carnés. Parce que dans un premier temps, j'ai pas vu le problème avec les œufs, les produits animaux en général, enfin autres que la viande. Moi, je consommais aucun poisson de base, aucun produit qui sort de l'eau de base et je consommais quasiment aucun produit laitier parce que je détestais ça. Donc voilà, donc c'était surtout la viande Ce qui aide un peu, ouais. Mm. et du coup, j'ai commencé à me dire, «Ouais, bah, en fait, j'en achète plus». Chez moi, en fait, je vais consommer d'autres choses. Je commençais à m'enseigner et à voir qu'on pouvait consommer d'autres choses et j'en consommais dehors, avec mes potes et c'est vrai que, bah, moi, j'étais tout le temps sorti dehors, mais avec mes potes, comme voilà, j'étais un fan de kebab, de malbouffe, en fait, tu vois? Des pizzas, des Mm. kebabs, des trucs comme ça. On était toujours fourrés au kebab, en vrai. Donc je continuais de consommer ça, tu vois? Mais de plus en plus je commençais à me dire: «Ouais, ça craint», tu vois? Ça craint parce que, bah, c'est un animal que je consomme là-dedans, tu vois? Bien C'est sûr. c'est c'est pas anodin ce que je fais, tu vois? Et je commençais à en parler, un petit peu avec mes potes et je disais voilà, c'était un peu il y avait pas j'ai pas subi les moqueries ou autres ou les trucs comme ça, c'était plus l'incompréhension en fait, même avec mes potes: «Ah ouais et tout, ah tu crois? Ouais bof» ou voilà, mais on n'en parlait pas des masses non plus, mais j'en parlais vite fait puis bon, plus le temps passe, plus en fait, bah, je trouve de l'information, des vidéos et tout et là, je tombe sur, le documentaire, Earthling de Mhm. de Sean Manson, narré par, Joaquin Phoenix et là, en fait, bah, là, je prends une gifle, je prends un coup de poing de Tyson, dans dans la gueule, tu vois? Ça C'est un peu ça, ça ouais. ça m'a clairement giflé et j'ai fait: «Waouh!» gifle de ouf et là, je pense que ça a été un 1er déclic, mais qui fait que je suis encore sur ce cheminement-là. Je me dis: «OK, bon, je n'achète plus aucun produit». Mais dehors, bon,
je commence à chercher d'autres choses. Mais en ce temps-là, comme je le rappelle, hein, il y a plus de 10 ans, hein, il y avait pas grand-chose, mais Mm. je commence à trouver des falafels, deux, trois trucs et tout. Et là, en fait, je me rappelle, bah, c'était pas longtemps après, hein, c'était peut-être 3-4 jours après, je suis à la terrasse de mon kebab préféré, qui était chez Jafar à Angoulême, pour le big up, même s'il écoutera jamais ce podcast. Et j'étais avec mon meilleur ami, Tony. Et lui, peut-être qu'il écoutera, on sait jamais. En tout cas, voilà, je l'embrasse s'il écoute. Et on était à la terrasse de ce kebab. Et tu vois, on avait pris un kebab tous les deux. Et tu vois, et en plus, même si c'était à l'extérieur et tout, c'était à contre-cœur quand même. Je me disais, bon, lui, il faisait pas de falafel ni rien, mais tu vois, à contre-cœur, et je me dis, bon, je prends un kebab, allez, vas-y. Et je mange le truc, et tu vois, et comme là, depuis 2-3 jours, si je consommais un produit, tu vois, un truc comme ça, que de la viande, j'avais un peu, bah, de plus en plus un dégoût, tu vois. Et un dégoût, mais quand même, toujours cet attachement à la viande, tu vois. Et je disais à mon pote, je lui disais, tu vois, je suis mal par rapport à tout ce que j'ai appris ces derniers temps, par rapport à ma consommation de produits animaux. Et ça me perturbe de plus en plus. Mais tu vois, j'y arriverai jamais à me passer de la viande parce que, regarde, tu vois, je suis toujours trop. J'ai toujours trop cette attirance pour. C'était complètement contradictoire, hein, par rapport à ce que je ressentais et tout, tu vois. Mais je me disais, mais d'un côté, j'aime trop ça. Alors que je me dis, putain, c'est des animaux, ça me dégoûte et tout, mais j'étais encore trop ancré là-dedans. Et je lui dis ça, tu vois. Je lui dis ces mots-là. Je rentre chez moi, je sais plus, parce que là c'était à Angoulême. Je rentre chez moi à Poitiers, je sais plus si c'est le jour même ou le lendemain ou un truc comme ça. Et très vite, je me remets Hersling. Et là, je tombe, je m'effondre en pleurs devant. Et ça a été déclic final. J'ai dit OK, plus jamais. Et Et là, du ça a coup, été plus jamais. Ouais. ça a été le déclic final. En fait, je crois que la première fois, j'avais coupé Hersling. Je crois que j'ai pas dû le regarder entièrement. Et là, en fait, je me le suis mangé d'une traite. Et je te dis, ça a été, ça m'a giflé totalement. Et je me suis dit, ok, plus jamais de ma vie. Et ça a été, voilà, ça a été ce déclic-là qui a fait que, bah, c'était 2011 ou 2012, je crois. Voilà, j'ai plus jamais retouché un bout de viande. Voilà. Par la suite, j'ai compris un peu plus tard, mais quand même assez vite, le problème avec les œufs et les produits laitiers. Donc voilà, donc j'ai viré ça aussi de mon alimentation. C'est Et marrant, juste pour revenir sur ce que tu disais. Déjà, c'est un parcours que je pense beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans ce parcours-là. Je sais que j'ai d'autres invités qui ont été influencés, bien sûr, par Earthling aussi, parce que ça a influencé un maximum ouais, carrément. de personnes. Et Christophe, notre invité de numéro 15, je crois, ou 16, qui est un pratiquant de taekwondo, je ne sais pas si tu as vu passer le podcast. Lui aussi, il a regardé Earthling, ça lui a fait un déclic et il l'a pas fini non plus, la première fois en tout Ok. cas. Et en Ouais. fait, il me semble que moi, ça me l'avait fait aussi, même si c'était pas le premier truc que j'avais vu sur le sujet. Parce que bon, ça venait un peu plus tard et il y avait déjà d'autres choses qui étaient sorties aussi. Et par contre, c'est aussi marrant, comme beaucoup de gens, et moi aussi, on se rappelle du dernier repas, de la dernière Hmm. fois qu'on a consommé ça. Moi, je crois que c'était à. Enfin, j'en suis sûr, même en fait, je dis je crois, mais c'était au Quick de Grasse, parce que je faisais mes études là-bas à cette époque-là. Yes. Et j'étais avec mes camarades de promo. Et tu sais, chez Quick, à l'époque, quand tu étais étudiant, tu avais un deuxième sandwich. Ah oui, truc Tu offert et tout, ouais. en achetais un, tu en avais un deuxième. Tu avais une deuxième fois ton sandwich. Et c'était l'équivalent, Ouais, je crois, d'un long chicken chez McDo, mais chez Quick à oui, l'époque. ouais, je vois le genre de Et truc, j'en ouais. prends deux, comme je le faisais toujours, en fait, hein, parce que j'étais un gros bouffeur. Je faisais déjà pas mal de sport à l'époque. Et donc, j'aimais beaucoup manger. Ça faisait des protéines en plus, quoi. Tu vois, j'étais content. Hmm. Et, euh, et je me rappelle m'être dit à ce moment-là, j'avais déjà un petit peu vu des choses. Je crois pas que j'avais vu Earthling encore, mais j'avais vu quelques vidéos d'abattoirs, quelques trucs comme ça. Et à ma première bouchée, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Déjà, tu te détruis parce que ce truc-là n'est pas bon pour toi. Et en plus de Hmm. ça, tu surconsommes. J'avais déjà aussi cette pensée de me dire, mais attends, Ouais, t'avais cette, ouais, ok. dans certains pays du monde, il y a des gens, ils vont bouffer l'équivalent en calories de ce que tu bouffes en un repas, et ça va être leurs calories de la semaine quasiment.
Et Mmh. c'est de l'opulence, c'est trop, quoi, tu vois. Et alors attention, hein, je suis un Ouais. gros mangeur en termes de calories. Il y a des journées où je mange encore beaucoup, Oui. mais on n'est pas dans cet excès de malbouffe, tu vois, Mmh. que Oui, ce bien genre de sûr. truc. Et voilà. Et puis en plus de ça, je visualisais le poulet parce que je pense que j'avais vu une vidéo sur. Alors la première vidéo que j'ai vue, c'était sur un abattage de bœuf dans un abattoir charal, je crois. Et, Mmh. et j'avais vu aussi des images de sexage des poulets, là, tu sais, et Mmh mh. de trucs comme Bien ça. sûr. Et j'ai visualisé ça au moment de ce repas. Et de nombreux témoignages d'autres invités montrent qu'en fait, on se souvient bien de ce dernier repas, celui où on est déjà un peu conscient et on se dit qu'est-ce que tu fais là et on s'arrête après. Ouais. Voilà. Ouais, 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 bah, ouais, moi ouais, je me souviens bien en tout cas, ouais, de ce moment parce que ça a été fort pour moi dans le fait que, tu vois, j'étais sincère quand je lui disais ça en plus. Je lui disais: «Tu vois, j'y arriverai jamais». Ouais, J'étais un peu dépité, tu vois? Je me disais: «Ah, j'y arriverai jamais, à cause de ça». Tu sais? Cette phrase que je déteste, tu vois? Mais, j'aime trop ça, tu vois? J'aime trop ouais, ça, je suis trop accroché à ça. Alors que c'est ignoble quand tu penses en termes, bah, éthiques, quand tu penses aux victimes derrière, quoi. J'aime trop en ça, fait, mais comment ça? Enfin, on l'a tous dit, bah, mais ouais, ouais, ouais. ça n'est pas un argument logique. Et on le savait à l'époque. Et je pense que tous ceux qui, peut-être même qui écoutent et qui se disent ça, aujourd'hui, je pense que vous savez que ça n'est pas logique, en fait, comme argument. Ah bah, oui, non, C'est, c'est sûr. on ne peut qu'assumer que c'est un argument égoïste. Alors, quelque part, je jette pas complètement la pierre parce que on est tous un peu égoïstes Bien sûr, sur bien certains sûr, bien sûr. aspects. Il y a plein d'aspects de notre vie. C'est pas parce qu'on est vegan qu'on est parfait, hein, Bien loin de sûr. là. D'ailleurs, peu nombreux sont les véganes à 100%. Je pense que si tu vas Oui. dans les placards, dans les armoires à pharmacie, dans les cosmétiques, dans tout ce qui Non, mais c'est constitue faire au mieux. la vie de la plupart des gens qui se disent véganes aujourd'hui, et moi y compris, il y a bien des trucs qui impactent certains Bien animaux. sûr, bien sûr, bien Voilà, sûr. Non, mais c'est faire faire au au mieux, mieux, c'est hein. déjà pas mal. Voilà, c'est Et, et- ça. et voilà, et dans cet esprit-là, le fait, ce que tu disais au début, de plus consommer de produits animaux chez soi et d'en C'est la consommer base. encore un peu à l'extérieur, dans des situations Ah oui, sociales non, où on pardon. n'assume pas complètement la chose, c'est pas quelque chose qu'on encourage, mais c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Je connais pas mal de Mmh. gens qui sont comme ça, notamment dans mes collègues de travail. Et c'est quand même mieux que d'en consommer chez vous aussi, quoi. c'est Non, bien sûr. c'est toujours ça. Et pour ceux qui ont besoin de cette étape transitionnelle, je pense qu'elle est intéressante parce que ça vous montre déjà que chez vous, il n'y a pas de souci. Donc que pour vous-même, sans tenir compte d'aucune convention sociale, du regard des autres, des discussions avec les autres qui sont très chiantes, et ça c'est vrai. Et je pense que tu en as eu un paquet de discussions Mmh. de sourds un petit peu. D'ailleurs, je pars un peu en live, hein, mais il y a Ben, je rappelle qu'on est deux sur Vegan Fighter. Donc Mmh. coucou à Ben aussi qui fait toutes les publications quand Yes, vous on avez le des salue. portraits. C'est lui qui les fait. Moi, je fais que les podcasts depuis le début des podcasts. Et, il rentre dans des clashs un petit peu en commentaire sur diverses pages où il y a un petit peu des assauts de carnistes, tu sais, qui sortent des arguments un peu bidons, Ouais. enrobés par de fausses connaissances scientifiques, parce que c'est vraiment des choses en bois qui ressortent. Oui, Et bah, je connais, ouais. il rentre dans ces clashs-là, chose que je ne pourrais pas faire, donc bravo à lui et merci. Moi, si vous voyez Vegan Fighter qui rentre dans des clashs sur Instagram, sur Facebook, etc., sachez que c'est Ben qui se chauffe. Il est bon dans Yes. cet exercice. Moi, j'ai du mal à garder mon sang-froid. Autant en Ouais. direct, c'est beaucoup plus facile parce que dans la vraie vie, bizarrement, les gens sont beaucoup moins virulents que sur Internet, Oui, cachés bien derrière sûr. leur clavier, la Bien sûr, bien plupart du sûr. temps. Et nous-mêmes, on l'est aussi, probablement moins, hein. Je veux dire, Oui, bien sûr. même toi, hein, dans tes chansons,
tu es hyper engagé. Quand on discute avec toi de ces sujets-là, on voit que tu es beaucoup plus posé, que tu ne te lâches dans tes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que je rentre dedans volontairement. Je Et- rentre dedans volontairement pour emmener Exactement. justement, au débat, et cetera derrière. Voilà. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça à la base. Peu importe. Souvent, je fais ça, hein. Je pars en live, je sais plus où je suis parti, mais c'est pas grave. Yes. On a des infos intéressantes. Mais ouais, les clashs sur Internet. J'ai vu que tu le faisais aussi pas mal aussi de temps en temps à une époque. Sur certaines pages hyper mainstream, ou Ouais, ouais, des trucs comme ouais. ça où de temps en temps tu rentres un peu dans ce clash-là. Donc moi souvent Ouais, je mets des petits j'aime, tu vois, je mets des trucs comme ça, mais je rentre pas trop dedans parce que ils m'énervent vite en fait, les keyboard ouais. warriors. Non, mais des fois, des fois, quand j'ai 5 minutes à perdre, c'est vrai que je réponds à des gens, enfin, tu vois, des mecs, ou des meufs, hein, mais type, Carnis qui vraiment, ah, c'est la viande, c'est la vie, enfin, tu vois, les trucs et tout. Et puis, comme tu dis, aucune connaissance scientifique. La plupart du temps, c'est des zéros, ils ont aucune connaissance en nutrition, et ils vont t'expliquer que, bah, qu'on a besoin de protéines, de trucs, mais ils savent même pas que enfin, ils savent même pas ce qu'est une acide aminé, tu vois, le truc. Enfin, ce qu'est un acide aminé, Bien sûr. ou autre, c'est compliqué. Enfin bon, après, voilà, on les connaît, donc des fois, bon, j'aime bien un peu leur rentrer dedans. Et puis des fois, c'est pas forcément pour le plaisir de clasher, hein, mais des fois, c'est que je sais que sur des pages qui sont très vues, si tu réponds à ce genre de personnes avec avec de l'information, claire, précis, bah, ça peut, véhiculer, je veux dire, voilà, la bonne information à plein d'autres personnes qui passaient par là. Donc Bien sûr. ça reste utile, tu vois? Après voilà, bon, Oui, j'évite de trop perdre mon temps aussi, hein, en réalité, maintenant. c'est pas vraiment la personne en question qui est la cible du message. Parce que celui qui Oui, rentre dans oui. ce genre de clash sur Internet, il est rarement ouvert à la discussion. Donc, c'est des gens qui reprochent beaucoup aux véganes et aux représentants de la cause animale d'être fermés d'esprit. Mais rien Mmh. que le fait de rentrer dans ce genre de délire, d'aller mettre une image d'un steak sur une publication, Ouais. c'est, c'est être ultra fermé d'esprit et très offensif à mon sens. Mais tu sais, j'en ai eu des gens comme ça, dis-toi, et qui par la suite sont venus me voir en privé. Beaucoup plus respectueux, truc machin et tout, et sont venus vraiment discuter en privé en venant demander vraiment échanger, demander des infos et tout quoi. Oui, oui, En bien sûr. demandant des réelles infos et réellement intéressés et cetera et cetera. Donc après, il y a toujours ce côté qui fait que quand tu dis aux gens, que ça soit en réel ou sur internet ou autre, mais quand tu dis que tu ne consommes pas de produits animaux, parce que, bah, par éthique, déjà parce que tu ne veux pas, causer, tu ne veux pas avoir entre guillemets «du sang sur les mains», tu ne veux pas manger la mort, Mm. d'un «animal» entre guillemets, d'un individu sentient, sensible et conscient et cetera. Ça renvoie une image, de meurtrier à la Bien personne sûr, qui, elle, tu consomme. les accuses de fait. Bah, Tu... en fait, même si tu là, je les accuse pas directement, je dis juste ce que moi je fais et c'est factuel. En fait, Oui, c'est oui, bien factuel. sûr. Quand moi je dis que je refuse de consommer des produits, issus de l'asservissement de ces animaux-là, je Mm. veux dire les termes, sont réels. On asservit ces animaux, on les vole, on les viole parce que c'est on va encore parler de termes, mais le Mm. viol, il n'est pas que propre à l'être humain. Je veux dire, quand on enfonce un bras entier dans l'anus d'un bovin, pour lui enfoncer un tuyau ensuite dans le vagin et lui mettre la semence à l'intérieur et tout pour l'insémination artificielle. Je veux dire, c'est quoi si c'est pas un viol, tu vois? Ouais, bien sûr. Quand on enfonce une sonde anale de 50 centimètres de long dans l'anus du taureau pour une sonde anale électrique pour le faire éjaculer, c'est quoi si c'est pas un viol? Enfin bref, Mm. viol, vol, etc., Non, asservissement. mais tout à fait. Et pourtant, ça fait Et toujours tiquer ouais, les gens en face. et voilà, et ça fait toujours tiquer les gens en face. Mais pourtant, on parle de faits réels, de choses, voilà, de factuels, et cetera. Et donc, du coup, si les gens, ça leur renvoie un reflet de culpabilité,
comme je dis, bah, en fait, c'est normal. Comme je dis: «Mais oui, OK, mais je comprends, c'est tout à fait normal» et que ça te renvoie ce reflet-là et après les gens vont, les individus, qui sont tous différents en face, bah, vont l'exprimer de façon différente. Donc Mmh. effectivement, tu en as certains des fois qui ça les pique un peu trop et donc du coup, ils vont, te rentrer dedans ou alors ils vont être moqueurs ou ils vont, tu vois, attaquer directement. D'autres vont être plus réfléchis. D'autres vont demander de l'information directement ou vont rien dire ou voilà. Et pour ceux qui te rentrent dedans et tout, bah, il y en a certains dedans qui justement, ils ont cette étape-là, du fait que: «Oh attends, alors je le dis pas, je dis pas que c'est des assassins ces gens, j'ai jamais dit ça. Mais en gros, eux vont dire: «Attends, donc je suis un assassin, donc tu me traites Mais bien d'assassin sûr, et tout». mais c'est Ça va parce les que choquer. c'est quand même des gens relativement intelligents, qui comprennent bien ce que ça implique. Oui, voilà, C'est-à-dire, c'est ça, qui comprennent les faits si tu et du ils coup savent très bien que ce que tu dis ne pas faire, eux le font. Donc voilà, donc du coup, voilà. ils vont se sentir, bah, ils vont se sentir en gros, eux, traités de meurtriers, d'assassins et tout et si ces personnes ont un peu de réflexion derrière et ben justement, ils vont, s'ils ne savaient pas en tout cas et ben ils vont aller s'informer derrière et possiblement, bah, évoluer sur la question. Bah oui, un bon exemple de cette démarche-là, c'est notre ami commun Thomas Saidi, qui est aussi, Oui, l'invité numéro 9, je crois, et oui, j'ai 8 j'ai ou j'ai 9. écouté le podcast, ouais. Voilà, bon, lui au début, je te dis, on était en école d'ingénieur ensemble, c'était le Ouais, premier à me faire chier, hein. C'était, ouais, 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 j'avais et entendu puis ça, ouais. si tu as discuté un peu avec lui, dans des contextes un peu détendus, tu c'est plutôt un blagueur, il est plutôt bon Mmh. vivant, tu vois? Comme garçon, Oui, bien sûr. donc dans ces moments-là, il était très moqueur même comme gars. Et Ouais, ça faisait même bien j'imagine. chier. J'étais très, très loin d'imaginer que c'était ce mec-là qui allait, m'envoyer un message quelques années après pour me dire: Ouais. «Écoute, le truc a fait son bonhomme de chemin un petit peu et maintenant, il est, peut-être plus engagé que je l'ai jamais été», tu vois? Mmh. Aujourd'hui. Ouais, carrément. Donc Carrément, carrément. je suis très fier d'avoir, à cette époque-là, été un peu, j'ai envie de dire, assez modéré pour garder mon calme, pour ne pas me braquer, pour supporter un petit peu ces moqueries-là, pour que derrière ça percute dans la tête des gens. Parce que je pense Mmh. que si tu Bien perds ton sûr. calme, que tu dis: «Écoute, toi je veux pas parler avec toi, les gens qui sont pas d'accord avec moi, je leur parle pas», ben, à un moment donné, Oui, bah, tu ça, vas vite tourner c'est en des rond, ba quoi. ouais, bien sûr, principe de communication, c'est sûr que ça marchera pas que peu importe le sujet, ouais. Mais après, je peux Mais comprendre que ce soit difficile aussi, parce que quand tu as conscience de ces maltraitances animales dont tu en as cité quelques-unes là, il y a des fois, moi le premier, je pense que toi aussi, quand j'entends une aberration, que ce soit à l'écrit ou en direct, ça me fait mal en fait quand je vois ces images, tu vois? Ça me fait mal psychologiquement de me bien dire: sûr, «Attends, cette ouais. personne est en train de se foutre de la gueule d'un animal». Et c'est difficile de se mettre dans la tête: «Attends, cette personne-là ne se rend pas compte de ce que ça implique». Parce que ça, c'est la Bien sûr. vérité pour le coup. Même si les gens savent très bien quand ils mangent de la viande qu'il faut tuer un animal pour produire de la viande. La viande, elle pousse pas Mmh, sur les arbres. après, il y a Heu, un mécanisme de déni aussi, hein. Il y a un voilà, il y a mécanisme de déni qui se met en place, c'est-à-dire de: «Ah non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est ça, ce qu'on nous montre», comme on nous le dit très souvent, bah, avec les images L214 et tout, c'est: «Ah ça c'est trafiqué, oh ça se passe pas comme ça, mmh, c'est rare, c'est une exception». C'est le mot exception, c'est le mot qui revient, constamment, en fait. Alors que pourtant, on leur prouve que ça se passe partout pareil, mmh, dans tous les élevages industriels, dans enfin, tous les abattoirs, c'est la même horreur, c'est la même ignominie partout. Mais on est tellement ancré en fait dans des habitudes, dans un confort social aussi, dans un confort gustatif, dans tout ça fait que dans un confort sociétal aussi, parce qu'aujourd'hui sortir de de la consommation de produits animaux et plus que ça, c'est devenir même vegan, avoir un mode de vie où tu vas refuser bah, l'exploitation animale. Aujourd'hui, c'est être en marge de cette société. Et quand tu es en marge de la société, pour ces raisons-là en plus, eh ben, ouais, tu vas être vachement mis dans une case, mis à l'écart et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais mal vécu, tu vois, c'est pas le souci, mmh. mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile. Et Ouais, tout à fait. socialement, tu vois, familialement, enfin, tu vois, c'est compliqué pour certaines personnes.
moi, j'ai cette chance, même dans la famille, d'avoir eu bah, même en poussant au niveau de mes proches, donc la famille et puis mes amis proches, j'ai vraiment des gens qui ont, bah, qui avaient assez de réflexion pour comprendre pourquoi je faisais ça. Après, est-ce que j'expliquais bien aussi pourquoi je l'ai fait? Je sais pas trop, j'espère. Mais en gros, j'ai pas eu les étapes, tu vois, dans ma famille. Moi, j'ai pas eu de truc de ci, de ça. Ça a Mm. été ah ouais, pourquoi, tu vois, ça a été de l'incompréhension, de la peur un peu, parce que comme tout le monde, tu vois, ma mère, sa nutritionniste lui a dit, ma mère avait une nutritionniste à cette époque, elle lui a dit, alors franchement, végétarisme, ça allait encore pour votre fils, et encore, mais alors là, végétalisme, il court à sa perte. Elle lui a dit exactement ces mots-là. Elle lui a Ouais, ouais. dit, il court à sa perte. Donc ma mère, elle, voilà, un peu paniquée, elle me disait, ah, mais t'es sûr? Mais oui, mais tu crois que? Ah, mais les protéines, ah, mais les trucs, comme tout le monde, hein. Parce que on est tellement désinformé que bah, Mais, mais là, tu parles, sur ces. là, tu parles il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense Ouais, il y a que plus de 10 ans. Ouais, ouais, il y a 10 ans, une bonne je dizaine d'années. sais qu'il y a beaucoup de véganes hein, qui nous écoutent aussi, ou de végétariens, des gens déjà sensibilisés. Si c'est une sensibilisation qui est récente, vous ne vous rendez pas compte, il y a 10 ans, à quel point tu étais un extraterrestre un peu quand tu étais Ouais, vegan. c'est clair, il y avait rien à voir. Et puis moi, en plus, dans l'artistique, moi, je l'ai exposé direct. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu ce déclic final, où j'ai vraiment changé finalement, pour moi, ça a été. J'ai commencé direct à écrire une chanson sur le sujet qui s'appelle Earthling Oui, c'est ce en que clin j'allais d'œil, on dire va quand tu dire, parlais au d'Earthling tout à l'heure. documentaire. Il y a même plusieurs Ouais, de et tes ben chansons qui reprennent même oui, le concept lui-même exactement, voilà. exactement. Et je sais plus, j'ai dû écrire maintenant plus d'une dizaine de sons qui parlent de spécisme aujourd'hui. Même largement plus que ça, je crois. Ouais, largement Mm. plus. Parce qu'avec les featuring et tout. Mm. Mais bref, en fait, ça a été pour moi, quand le déclic final, en fait, s'est passé, pour moi, ça a été un truc du genre, je me suis dit, ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf, en fait. Il faut que j'en parle à tous mes proches, ma famille, mes proches, que je leur dise tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai découvert et tout ce que l'on engendre de par notre consommation de produits animaux. Parce que Mm. c'est un truc de ouf, c'est affreux. Et j'ai commencé bah, direct, j'ai écrit Earthling direct. Quelques petits mois après, j'ai fait voilà, direct le son, le clip, le truc, j'ai balancé ça sur le net. Et donc, du coup, je me suis engagé publiquement directement contre le spécisme. Et directement, j'ai été militant directement, j'ai été directement, j'ai cherché à faire des manifestations, des trucs, j'ai cherché à me greffer sur tous les trucs que je pouvais. Par la suite, après, ben, j'ai fait plein de trucs et puis que ça a été dans l'activisme, voilà, à droite à gauche, des libés d'animaux, des trucs, des blocages d'abattoirs, voilà, des actions diverses dans la rue, dans les magasins, des happenings. J'ai vraiment essayé d'agir partout, mais ça a été vraiment dès le début, quoi. Dès que ce déclic s'est passé, Mm. dans ma tête, ça a été OK, bon, bah, il faut que j'agisse, en fait, plus que ne rien faire, c'est-à-dire ne pas consommer de produits animaux, c'est vraiment la base de chez la base, plus que rester passif en étant non consommateur de produits animaux, il faut que je sois actif et que je fasse quelque chose contre Mm. ces injustices-là. Et, et tu vois, comme je pouvais être après actif sur d'autres sujets, sur d'autres injustices, tu vois. Et je me disais, bon, bah ouais, non, non, il faut que. Et en plus, sur ce sujet-là, je voyais personne en parler. C'est-à-dire que dans l'artistique, comme dans la vie en général, personne n'en parlait, ou très très peu de personnes en parlaient. Et encore moins, bah, du coup, dans l'artistique et encore moins dans le rap, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, bon, non, bah, vas-y, il faut le faire, tu vois. Il faut Mm. prendre ce job-là, et il faut le faire et essayer de le faire, le faire du mieux qu'on peut, quoi. Et donc, ouais, moi, dès le début, ça a été voilà, où j'ai commencé activement à militer. Et c'est passé par la musique aussi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, hein, la musique, c'est un très bon vecteur de message. Donc, bah, je m'en suis servi. Voilà, je militais bah, de diverses façons. Et puis, bah, du coup, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'avais pas mal de personnes qui me suivaient de par mon rap, de par les compétitions End of the Week, les battles, les trucs et tout. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais leur parler, quoi. Je vais leur parler de ça aussi. Ouais, bien sûr. Et
juste pour rester là-dedans, vous avez créé le groupe B12 récemment. Il faut quand même qu'on parle de ton actualité. Et je Ouais, pense qu'on carrément. on finira là-dessus parce que il va falloir Et oui, ça fait que déjà j'aille long là. bouffer. Mais ouais, ouais, parle-nous un petit peu de B12. Qu'est-ce qui vous a amené à créer le groupe déjà? Et puis qu'est-ce que vous avez prévu, quoi? Mmh, mmh, mmh. Ouais, bah alors B12, c'est un groupe qu'on a créé il y a une année en gros avec, Sly Poo, l'Inconsolable et Scalpel, donc ils sont 4 potes véganes. Mhm. Sly Two, lui, c'est le poteau qui, en fait, pour ceux qui suivent un petit peu mon artistique, c'est lui qui fait tous mes visuels en général. C'est lui qui a fait la pochette de mon album Résiste. Voilà, en général, c'est lui ou un autre pote qui s'appelle Dusa qui font à chaque fois mes pochettes, mes visuels et tout. Mais voilà, c'est plus souvent Sly, on va dire, même ces derniers temps. Les logos aussi, pareil, c'est lui qui fait tous mes logos et tout. Donc Sly, lui, sur B12, il s'occupe de tout ce qui est en fait visuel. C'est comme je le dis, ça le fait sourire, mais c'est un peu le couteau suisse du groupe. En fait, il fait aussi bien les photos, vidéos, il fait les clips, il fait pochettes, il fait les affiches. Voilà, c'est un très très bon graffiti artiste aussi. Et donc du coup, voilà, il a fait des graphes aussi pour B12 et tout. Donc voilà, Sly, très 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 bon élément. Et après, le reste des potes, donc les trois autres, donc Jamel Weiss, l'Inconsolable et Scalpel, donc c'est tout comme moi dans B12, on est les rappeurs du coup, quoi. Et en fait, du coup, on a tenu en fait à faire un groupe 100% anti-spé avec un projet donc qui s'appelle Que la salade, qui est entièrement anti-spé, un projet musical, hein, c'est un EP 7 titres entièrement anti-spécistes, donc c'est que des thèmes anti-spé qu'on aborde sur ces 7 sons-là. On a sorti un premier son qui s'appelle Extrémiste. C'est un premier clip qui est sur YouTube, voilà, sur YouTube B12, Extrémiste. Alors B12, on l'écrit en chiffres romains, BX barbare là. Voilà, on Ouais. l'écrit pas B12, mais c'est bien sûr en référence à la vitamine et aussi en référence à D12 pour ceux qui connaissent le groupe Ouais. d'Eminem de l'époque. Mhm. Donc voilà, donc l'actu là, c'est que bah, on va sortir un EP du coup 7 titres. Il est encore parce qu'en fait on a fait un Ulule, là, financement participatif pour que les gens puissent précommander le CD, CD, vinyle, etc. Et en fait, du coup, là, normalement, on a fini avec ce Ulule, mais Ulule nous a proposé des prolongations. Donc, pour les gens qui entendent ce podcast et qui sont intéressés, vous pouvez encore précommander en fait votre exemplaire CD ou exemplaire vinyle. On a fait aussi des t-shirts, sweats, etc. Voilà, pendant encore quelques jours. Donc voilà. Et donc les grosses dates à venir, donc ça va être la sortie du EP. On l'a pas encore défini, mais ça va être toute fin septembre. En toute fin septembre et toute fin septembre, début octobre. Et pour sûr, on a fixé la date de notre release party. Donc la release party, pour ceux qui connaissent pas trop les termes, c'est en fait un concert pour la sortie de l'album, en fait, pour la sortie du projet, du EP. Et ça sera le 7 octobre sur Paris, au CICP dans le 11e. Donc on prévoit une grosse, grosse soirée. Ça va être vraiment cool, ou avec un gros concert B12 et plein de trucs à côté. Donc voilà, on Et n'en vous dit avez pas prévu plus pour de l'instant. faire une petite tournée après ce concert-là dans d'autres villes ou Ouais, alors ça va être assez restreint en date, mais effectivement, on va enchaîner d'autres dates derrière. Ça va être assez restreint parce qu'on a tous, bah, pour la plupart, on a tous un boulot à côté et tout, et là, c'est compliqué pour se réunir tous les 5 sur une même date à chaque fois. Bien sûr. Mais du coup, on aura une date en Suisse, voilà, qui sera normalement dans un refuge en Suisse. Et j'ai honte parce que j'ai oublié le nom du refuge. C'est le refuge de Wendy. Euh, Purée, j'ai bouffé le nom du refuge, donc je suis désolé, mais je le mettrai en commentaire à la rigueur. Ouais. Mais voilà, qui sera en Suisse, c'est pas très loin de Genève. Mhm. Et donc on a une date qui est à fixer. Il faut qu'on la fixe là-bas. C'est un, un pote qui a pris. On avait des packs concerts sur Ulule et il a pris un pack concert pour organiser ce concert là-bas. Et ça va se faire là-bas. Ça va se faire en partenariat du coup avec ce refuge.
Et on aura une autre date, alors on est en train d'en discuter, mais possiblement une autre date sur Montpellier aussi, qui D'accord. sera plus en voilà, ça sera plus, 2024 après, parce que comme je disais, le 7 octobre, donc 2023, c'est, sur Paris, possiblement, dans la fin d'année, voilà, pour la Suisse et ensuite Montpellier qui sera sûrement en voilà, en début d'année, D'accord. et on est en discussion aussi pour d'autres, dates éventuelles, mais à savoir que franchement, on va pas en faire 10 000. On Ouais, va d'accord. même peut-être pas en faire 10 pour tout dire, tu vois? Ouais. Voilà. Ouais, ouais, parce que c'est voilà, c'est compliqué de réunir tout le monde, mais on va vraiment tâcher de faire en tout cas des grosses dates et puis, là en plus, avec le EP qu'on a fait là en live, ça va vraiment être très, très cool. Plus, les sons qu'on a, en solo et les sons qu'on a entre nous, en fait, avec les featuring qu'on a entre nous avec les divers rappeurs du crew là. Mmh. C'est voilà, on a vraiment des gros trucs à proposer sur scène, ça va être sympa. Et pour, même si, Ulule, ça va s'arrêter à un moment donné, les précos vont s'arrêter, Oui, c'est l'album pourra toujours et peut-être même les goodies, les t-shirts, les trucs comme ça, sur pour ceux qui Bandcamp. voudraient vous souvenir, qui voudraient vous soutenir, tout ça, ce sera Ouais. en vente, Ouais, ça sera sur Bandcamp. Ouais, on aura un Bandcamp B12 là, qui sera opérationnel pour ça, pour commander tout simplement comme ce que j'ai fait aujourd'hui avec mon artistique, hein. Moi, j'ai plus de site, j'ai qu'un Bandcamp et les gens, peuvent, commander mes albums sur Bandcamp, voilà. ouais C'est et ben écoute, direct, c'est du coup, pour B12, il n'existe pas encore, il est pas encore créé, il va arriver, ouais. ouais. Bah, écoute, Ouais, quand pour il le l'instant, il y a pas sera, trop d'intérêt. Il y tu a me pas trop diras, d'intérêt parce que le ouais. je le mettrai en lien dans la description de l'épisode parce que Yes, tu sais, cool. les épisodes, ils vivent longtemps. Il y a encore très régulièrement des gens qui écoutent les podcasts du début de l'année avec Ludo ou avec Aurélien. Yes. Donc, il n'est pas impossible que des auditeurs là, qui nous écoutent maintenant nous écoutent en 2025. Et à ce Yes, yes, yes. moment-là, ils auront le lien comme ça. Bah, carrément, avec plaisir. Bah, pour l'instant, c'est le Ulule, du coup, qui est encore actif. Là, on en discute entre nous pour voir est-ce qu'on le coupe, parce que Ulule nous a proposé les prolongations, mais il n'y a pas de. En fait, si on veut, on peut prolonger jusqu'à la sortie du EP. Mhm. Mais bon, voilà, on se questionne. Là, on se dit qu'on va. Voilà. C'est cool d'avoir pu prolonger pour les retardataires, parce qu'il y a toujours des gens qui n'avaient pas vu l'info ou autre, et là, qui peuvent commander. Mais voilà, on se dit que c'est pas forcément cohérent de laisser, après, encore un mois et demi, 2 mois le truc, quoi. Ouais. Et du coup, vous enverrez un petit peu tout, les goodies et tout, avec les albums quand ils sortiront, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est des c'est un principe que les gens qui me suivent connaissent en temps normal parce que j'ai fait ça sur mes 2 albums précédents. Où j'ai fonctionné comme ça. J'ai fonctionné avec un système de prévente un peu par KissKissBankBank là, Mm. plateforme un peu comme Ulule, où les gens pouvaient précommander en fait le CD et tout. Et puis bah après, voilà, quand le CD sort, j'envoie le colis à tout le monde, voilà, avec un petit mot dedans. Je trouve ça même plus sympa que d'aller le chercher dans les bacs à Leclerc ou à la Fnac, tu vois. Clairement, clairement, ça c'est sûr. Mais écoute, on mettra le lien vers le Ulule là maintenant, et puis on le mettra à jour Yes, quand ça changera. cool, cool. Et puis voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. On s'est fait Merci à un toi. bon, au moins 2 bonnes heures, je pense, peut-être. Ouais. Et bah, c'est Ouais, cool. on aurait pu en faire, au moins 5 autres si on si on développe chaque Euh, sujet. C'est Mais, clair. voilà, C'est c'est déjà bien, ouais. c'est clair. Et puis, de toute façon, on a la chance de ne pas habiter trop trop loin. Donc, on se Ouais, recroisera un paquet de fois, je pense. Et ouais, 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 avec plaisir. peut-être pour une prochaine vidéo, boxe de nouveau. Je vais m'entraîner un peu plus Carrément. sérieusement parce que je me suis quand même bien fait déchirer la dernière fois. Ah, tu parles. Allez voir la vidéo. Ce mec est une pile électrique. Il m'a épuisé. Donc voilà, prochaine fois, je me préparerai un peu mieux. On fera peut-être un peu de pied-point aussi. Ouais, ouais, Et, avec plaisir, ouais, avec plaisir. et voilà, ce sera sympa. Carrément, Je te souhaite carrément, une bonne carrément. après-midi, bon appétit peut-être. Et Eh ben, pareil. voilà, et à une prochaine. Ouais, pareillement. Merci à toi en tout cas. Merci à ouais, pour l'invitation et puis à très bientôt. Avec plaisir, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori il vous a plu. En quel cas, je vous remercie d'avance de nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple, un commentaire sympa sur Apple ou sur YouTube. C'est ce qui contribue à nous donner de la crédibilité aux yeux de nos futurs invités. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner sur votre application d'écoute et nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et pourquoi pas les 3 à la fois, si vous souhaitez nous apporter un maximum de soutien. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.